Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau podcast du Bisport. On est très heureux d'être avec vous sur LBS FM. Si vous nous écoutez via l'audio, on est sur Spotify et Deezer. Sinon, si vous êtes plutôt visuel, c'est sur YouTube que ça se passe. Pour m'accompagner, l'équipe au complet ce soir. Ismaël, comment tu vas ? Bonsoir à tous, bonsoir Yanis, bonsoir Steven, bonsoir Nas. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Et voilà, là on est en train de regarder France-Islande, c'est pour ça qu'on a tous les yeux rivés Exactement. à l'opposé de la caméra, je préfère vous le dire. Exactement. Et voilà, bah écoutez, bienvenue parmi nous. Hein. Yes. Yanis, comment tu vas Yanis ? Ça va, tranquille, toujours un plaisir d'être là. Hein. Toujours un plaisir, donc voilà, un petit trêve international qui nous fait pas trop plaisir, mais on va quand même en parler. Ouais, c'est vrai que c'est pas la période. Moi perso, c'est pas ma période préférée. Et je pense que celui qui est à côté de moi est d'accord avec ce constat, c'est Steven. Ouais, c'est la période vraiment un peu chiante. Mais bon, ça permet de balayer, de parler de sujets aussi intéressants. Ouais. Sinon, faut dire bonjour, Steven. Faut dire bonjour. Ah, j'ai pas dit bonsoir. Non, il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour à tous. Alors. Au programme de cette émission, fil rouge du match France-Islande que l'on suit actuellement. Alors, à l'heure où je parle, l'Islande mène 1-0. Voilà. Sur une erreur, malheureusement une erreur individuelle de Michael Olise. Bon, le match... on n'est qu'au début du match, donc l'équipe de France a le temps de revenir, en tout cas je l'espère personnellement. On parlera des enjeux de ce match, alors bien sûr de la rencontre en tant que telle, avec le fil rouge qu'on vous propose. On parlera également de cas individuels, Marcus Thuram, on parlera également de Hernandez, Théo Hernandez, est-il encore indispensable depuis son transfert en Arabie Saoudite. On reviendra sur la polémique autour du Paris Saint-Germain, des blessures de Dembélé, de Doué, et aussi du milieu de terrain de l'équipe de France. Manu Koné est-il le nouvel homme fort du milieu de terrain du côté des Bleus? Voilà pour le premier sujet. Ensuite, on évoquera l'intérêt de cette trêve internationale au niveau européen. Est-ce que le format actuel, est-ce que ça vous intéresse toujours? Est-ce que ça vous a déjà intéressé? Voilà, on se posera la question autour de la table. On ira en Afrique en troisième sujet. On reviendra sur quelques performances des nations parce que c'est aussi les éliminatoires zone Afrique, et on aura Salim alors que la Barcola a failli mettre un but incroyable. On aura Salim au téléphone pour revenir sur la contre-performance du Mali, défaite face au Ghana, et on parlera aussi des sélections comme le Maroc. On reviendra sur la belle victoire du Sénégal en République démocratique du Congo, et puis on aura un mot pour finir sur l'UFC Paris. Ce sera Yanis qui va nous en parler. Les Français étaient chauds là. Ils étaient en forme pour cette UFC Paris. Et Isma a aussi regardé. Donc j'ai hâte de voir l'avis d'Isma sur l'UFC. C'était un peu la hype du moment. Donc Isma j'ai participé à cette hype pour une fois. Exactement. Et Isma était à la carte. Il était là, Isma. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On est présent. Le Bisport sur Instagram et sur TikTok, LBSFM sur YouTube, Facebook, entre autres. Les gars, on va commencer par France-Islande. Bon, 1-0 pour l'Islande, 37e minute de jeu. C'est une petite surprise là déjà, les gars. Sachant que quelqu'un à côté de moi a dit « Wow, faut faire tourner, ce n'est que l'Islande. » Quelqu'un à côté de moi a dit « Oh, c'est Haraldsson le meilleur joueur. » C'est vrai. Vous en pensez quoi là de ce qu'on a vu là depuis le début depuis qu'on regarde le match? En sachant que leur meilleur joueur, justement, Gudjohnsen, l'attaquant de la Fiorentina, n'est pas présent ce soir. Il s'est blessé contre l'Azerbaïdjan. Ouais. J'écoutais RMC sur la route. Et peut-être ça va relancer un certain débat aussi, puisque Barcola n'arrêtait pas de se regarder la cheville en jouant au début du match, alors qu'il est titularisé ce soir. Et qui fait plutôt une bonne prestation pour le moment, assez remuant. Donc écoute, j'espère que ça va bien se passer pour les Bleus, parce que justement avec le nouveau format qu'on va parler, va falloir vite réagir. Après il ne restera pas beaucoup de temps, ça sera au mois d'octobre et au mois de novembre qu'il va falloir réagir. C'est ça. On repense à l'Allemagne qui vit un très mauvais moment en ce moment et qui doit vite réagir pour se qualifier à la Coupe du Monde. C'est une grande nation de football. Exactement. T'as quand même quelques grandes nations en difficulté, mais ça on va revenir on va revenir là-dessus sur le débat sur l'intérêt des éliminatoires. Yannis, sur l'équipe de France. Après, je pense que le score reflète pas forcément ce qui s'est passé dans la rencontre. Et Olise, il a donné un but tout fait. Il a fait une passe décisive. C'est un peu la nonchalance qu'avait signalé Tchouaméni en conférence de presse avant que le match commence. Voilà. Ça arrive, il a marqué contre l'Ukraine.
la semaine dernière. Non, les Bleus, je trouve que c'est intéressant, même ce qu'on a vu le dernier match. Après, on est sur du Didier Deschamps, il ne faut pas s'attendre non plus à du jeu flamboyant. Mais voilà, il y a des nouvelles choses intéressantes. Moi, j'aime bien le double pivot Tchouaméni, Manu Koné. Olysée en 10, même si ça fait un certain moment qu'il commence à s'imposer. Je trouve ça intéressant qu'au final, Griezmann, il s'est mis un peu de côté. Lui qui a plus un joueur à vocation un peu plus défensive, où il est plus dans la temporisation. Avec Olysée, on a un pied gauche intéressant, et puis au Bayern ça se passe plutôt très très bien pour lui. Son transfert il est plus que réussi, c'est devenu un joueur phare du Bayern de Munich, et même son repositionnement à la base, lui qui est un joueur de couloir, maintenant qu'il est en numéro 10, c'est excellent, même parce que moi c'était un joueur vraiment, je le voyais que uniquement sur le couloir. Je trouvais que ces joueurs là ils n'avaient pas forcément dans l'axe, c'était pas forcément utile parce qu'ils aiment bien partir de plus loin, etc., sur un côté, mais au fin de compte ça marche très bien, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus avec les Bleus, maintenant on a 4 joueurs offensifs, enfin en tout cas sur les derniers effectifs. Après, on connaît très bien Didier Deschamps, il peut nous sortir une préparation avec la même équipe pendant des mois, et le jour de la compétition il change tout. Donc voilà, non, je pense que les Bleus ils vont s'en sortir, et voilà. Yanis, optimiste pour la suite de la rencontre. Après, il y a un autre sujet que je voudrais en parler, mais je vais d'abord laisser Steven. Non, mais ouais, moi je pense que la France là doit. Je pense que la France doit plier le match là. Pour moi là le match il a sens unique, donc voilà, l'Islande. C'est déjà arrivé dans le football. Oui, c'est déjà arrivé. La possession ne veut rien dire. Tu nous disais que justement, comme Nas il l'a bien dit, tu nous disais qu'on est arrivé, pourquoi ils font pas tourner. Bah ouais. Et là, quand tu vois ça, tu te dis pas, en fin de compte, non. Bah c'est pas normal. Mais est-ce que c'est normal de faire tourner T'es déjà un deuxième match de qualification de Coupe du Monde. Toi, tu veux faire tourner. Parle bien dans le micro. Non, c'est pas ce que j'ai dit, que normalement, t'as la puissance de frappe pour détruire cette équipe. Il fait tourner. Non, t'as pas dit ça tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que tu peux faire tourner. Pour moi, tu peux te permettre de faire tourner contre l'Islande. Il fait tourner par rapport à la communication. Bah ouais, et puis à un moment donné, si t'as des joueurs un peu blessés, si à un moment tu vas faire souffler. Il est sous pression, je pense. Donc, moi, je t'avoue, ça me fait chier qu'il y ait des joueurs qui se blessent. Il met pas les premiers choix qu'il voulait mettre. Moi, je pense que c'est évident. Bah si, là, il a mis ce qu'il voulait. Non, il a mis, il semble, en tout cas, ce qu'il voulait. Malheureusement, Dembélé, il est blessé, il peut pas le mettre, déjà. Oui, mais toi, il met pas les premiers choix, il a mis les joueurs qu'il voulait mettre, là. Bah... Il manque qui, là? Je comprends pas. Il est là, Thuram. Il y a Désiré Doué et Dembélé qui peut plus mettre. À cause de lui, ils se sont blessés. Oui, mais là, il a mis tout le monde là en dehors de Désiré Doué. Ouais, mais pour lui, c'est ça, c'est le premier choix, c'est tout. Je sais ce que tu veux dire. J'ai pas compris. À cause de lui, ils se sont blessés. C'est pas à cause de lui, c'est le foot, frère. C'est le foot, les gars. Bon, là, vous êtes déjà sur le débat sur la polémique. On en parlera. Il y a un communiqué du PSG qui t'explique par A plus B que ces mecs, ils étaient pas dans disposition pour jouer des matchs en compétition. Et toi, t'es en train de me dire que c'est pas à cause de lui. Et pourquoi le PSG, ils acceptent de partir en sélection? Mais il a pas le choix, c'est les dates FIFA. Non, t'es pas obligé. Mais c'est les dates FIFA, t'as pas le choix. T'as un club, t'as pas le choix, c'est des dates FIFA. Tu dois libérer ton joueur. Ouais, t'es obligé de libérer ton joueur. C'est des dates FIFA. Ah oui, t'es obligé de libérer ton joueur. Ouais, t'as pas le droit, t'es obligé de libérer ton joueur. Tu peux pas retirer ton joueur, t'es obligé. Ils sont salariés de l'équipe. Bah ouais, mais t'es obligé. Tu peux pas, t'as pas le droit. Après, bon, on va embrayer sur la polémique PSG là, parce qu'on est dedans. Là, c'est surtout par rapport à Dembélé, parce que Désiré Doué, il avait pas de soucis physiques avant le rassemblement. Enfin, il y avait pas de, voilà. Là, il s'est blessé, ça arrive. Là, ce qui a cristallisé les tensions, c'est la gestion de Dembélé. C'est trop facile de tirer sur Deschamps, c'est tout ce que j'ai à dire. Dembélé aujourd'hui, c'est un grand garçon, il a 28 ans, il peut très bien dire je me sens pas apte à jouer, les gars. À un moment donné, tirer sur Deschamps, c'est trop facile. Et puis, si tu pars en sélection, pour moi, c'est que t'es apte à jouer, les gars. Tu peux me dire ce que tu veux, t'es apte à jouer si tu pars en sélection. Tu peux me parler de note FIFA, je la connaissais pas cette note FIFA, c'est vrai. J'aimerais bien la voir d'ailleurs, j'ai regardé après. C'est quoi la note FIFA comme quoi, parce que j'ai déjà entendu des équipes, le Bayern de Munich notamment, qui avaient interdit. Qui avait interdit des joueurs de partir en sélection par rapport à des blessures, c'est déjà arrivé. Non, quand t'as des blessures et que c'est constaté, bah forcément le joueur peut pas partir. Mais par contre, il faut que t'aies une blessure, que ce soit constaté par les deux staffs, et là oui. Mais par exemple, tu peux pas dire à ton joueur, écoute, ça me fait chier que t'y ailles, t'y vas pas. Je sais plus le terme. Ou alors t'as des pressions qui sont faites, comme on l'a vu sur des joueurs, pour qu'ils refusent par eux-mêmes. Comme on le voit pour la CAN, ça dit quand ça se passe. Ouais, mais là, et là, c'est le joueur qui refuse, tu vois. Il peut pas refuser. T'en penses quoi, Steven, de cette polémique-là? Est-ce que tu penses que le PSG est dans son droit, alors qu'il y aura pénalty pour l'équipe de France, je vous l'annonce. Il y a pénalty là ? Ouais, il y a pénalty là. Il lui a marché sur la cheville là. C'est clair. Bon, arrête Steven, il a marché sur la cheville là.
Arrête. C'est tellement fiotisé. C'est toujours la même chose. C'est toujours fiotisé. Non, là, il lui a marché sur la cheville. Donc, il y a des règles dans le foot. Moi, quand je l'ai vu à vif, je me suis dit penalty, mais après, peut-être qu'il n'a pas touché. Ton avis sur. Non, je te disais juste que. Alors, déjà, si on va dans la chronologie, il y avait déjà un courrier du PSG, celui qui a fuité en tout cas. Je sais pas si vous l'avez lu. C'était quoi le terme? C'était situation clinique, je Ouais, il parlait je sais pas si tu l'as lu. Non, en fait, déjà en septembre. Faut lire les références, Yannis, c'est comme ça. En fait, faut lire les règles FIFA, les courriers. Oh là là. Donc le gars, il doit le laisser en fait y aller. Attends, je comprendrais rien. Bon bref. En gros, il doit pas défendre, mais bon. C'est léger. En gros, ce que je dis, c'est que le 4 septembre, ouais, mais sinon il défend pas. En fait, il le laisse. Non, vas-y. Non mais c'est penalty. Le 4 septembre 2025, le PSG fait une lettre au staff et du coup à l'équipe de France en précisant que Hernandez et Dembélé sont revenus blessés et qui demandaient à ce qu'il y ait maintenant un protocole qui soit mis en place sur les blessures, qu'il y ait une meilleure communication entre les deux staffs. Déjà au mois de septembre. Et donc le PSG, c'est ce courrier qui bizarrement a fuité, mais bon voilà, il a été fuité volontairement, et il revenait en fait, donc le PSG revenait sur toutes les anciennes situations où en fait justement on leur a pas tenu au courant, enfin les deux staffs médicaux n'ont pas communiqué, et des joueurs sont revenus blessés avec le PSG ou autre. Et là ce qui s'est passé, effectivement, donc là le PSG a été très agacé parce que là le joueur est blessé. Alors effectivement, où je te rejoins, c'est qu'une blessure peut arriver à n'importe quel moment, tu peux pas le savoir. Maintenant, c'est est-ce qu'il était apte ou pas, et de ce que dit le PSG, c'est qu'en fait aussi le staff médical ne communique pas. C'est-à-dire qu'en gros, ils étaient au courant avant ça que certains joueurs avaient des blessures, mais ils ne communiquaient pas au PSG. En gros, ils les gardaient en sélection. C'est ça en fait à travers ça ce que le PSG reproche. Et donc est-ce que là c'était la même chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'effectivement il était déjà pas bien et derrière, comme il s'appelle, le staff dit ouais c'est pas grave, on s'en fout, tu joues quand même, et derrière il se blesse. Est-ce que c'était déjà ça ou pas? Ça on sait pas. De toute façon il va rien se passer concrètement. Donc toi, ton avis à toi, avec tous les éléments que tu as pour toi, qui est le coupable dans cette histoire? À mon avis, moi je pense un peu partagé. Je pense qu'il y a le joueur, parce que je pense qu'un joueur s'il se sent pas bien, même s'il veut jouer, ça à lui aussi déjà de le dire, il connaît son corps. Tu vois. Après, est-ce qu'il n'y a pas le compétiteur aussi? Parce que ça, les joueurs aussi. Il y a le compétiteur et il se dit moi je veux pas rater un rendez-vous. C'est pour la coupe je veux du pas. monde, c'est un match quand même important. Sachant que Dembélé en équipe de France, c'est pas Dembélé au PSG. C'est un mec qui a des choses à prouver. C'est quelqu'un qui n'a pas de référence en équipe de France. On en a souvent parlé. Et forcément, ça rentre en compte. Peut-être qu'un Kylian Mbappé, lui, peut-être qu'il peut se permettre de temporiser. Exactement. Et d'ailleurs, il l'a fait l'année dernière. L'année dernière, il s'est mis de côté en équipe de France. Exactement. Parce qu'il a le statut pour. C'est très bien qu'il sera rappelé. Exactement. Dembélé. Non, Dembélé, il sera appelé, mais c'est pas la même chose, Yannis. C'est pas le même statut, mais c'est pas le même statut. On parle quand même c'est le numéro 2 sur la ligne d'attaque, les gars. On parle pas de. Non, mais Yannis, tu veux bien concéder que Dembélé, il faut vraiment mettre de côté le Dembélé du PSG et voir le Dembélé en équipe de France. Aujourd'hui, Dembélé en équipe de France, il a 28 ans. Il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent en équipe de France depuis qu'il est là. Et ça fait un moment qu'il est là, Dembélé. Alors, il y a eu des blessures, il y a eu des... Ok, mais il a eu très peu de grands rendez-vous. Je te rappelle quand même qu'il est sorti avant la mi-temps en finale de Coupe du Monde. Oui, mais bon... Non, mais c'est pas... Toute la Coupe du Monde, il est titulaire quasiment. Ouais, mais t'as une action marquante de Dembélé pendant cette Coupe du Monde? Il a fait des choses intéressantes. Non, est-ce que t'as une action marquante de Dembélé pendant ce... Il a vraiment fait un très gros match. Ouais, donc le premier match. Après... Mais tous les matchs étaient rincés. Non. Il sort pas du lot. Non mais les gars, il sort pas du lot, Yannis. On parle de Ousmane Dembélé quand même, qui est numéro 2 de l'attaque en équipe de France. Non mais il sort de la Coupe du Monde 2022, il est titulaire la plupart des matchs. Non mais c'est pas une question de titulaire. Je parle de l'image qui Dembélé. Est-ce que pour toi tu le mets dans le top 3 des meilleurs joueurs de cette Coupe du Monde 2022? Voilà. Non, je le mets pas. Donc voilà, c'est ça le truc. Si tu prends globalement en équipe de France la ligne d'attaque, t'as Mbappé et Dembélé qui sont intouchables. Non mais d'accord. Ok. Et Dembélé il est intouchable. Pourquoi? Parce que là en fait vous me dites qu'en gros le gars il pouvait pas se priver de jouer contre l'Ukraine. Parce que sinon attention il va pas être pris. Non j'ai pas dit qu'il va pas être pris. On a pas dit qu'il va pas être pris. Oh là là.
On n'a pas dit ça. Je dis juste que... Non, on n'a pas dit ça. On dit juste que son statut en équipe de France n'est pas le même qu'au Paris Saint-Germain et que tu le veuilles ou non, Yanis, il a beaucoup de choses à prouver en équipe de France parce qu'il n'a pas encore de référence. Et justement, le statut qu'il a au PSG, il a peut-être envie de l'avoir en équipe de France et d'avoir cette importance-là. Et il se dit, moi, je peux pas louper. Inconsciemment, il se dit, moi, je peux pas rater tel ou tel rendez-vous parce que je veux être présent. Je veux marquer les esprits en équipe de France et je veux imprégner ma patte en équipe de France. Chose qu'il n'a toujours pas fait depuis qu'il est arrivé en équipe de France. De toute façon, quand il va se remettre de sa blessure, Dembélé, il y aura le match retour contre l'Ukraine. Voilà, là on verra. Parce que là, ça sera un match important pour l'équipe de France. Parce que le plus gros match pour l'équipe de France, c'est l'Ukraine. On va arrêter de parler d'Islande ou Azerbaïdjan. Normalement, là, sur le papier, normalement, on est plus fort que l'Islande de toute façon. Ça peut mal se passer sur un match, mais sur le papier, on est plus fort que l'Islande. Le match aller-retour de ces éliminatoires, c'est l'Ukraine. Voilà, l'Ukraine, ils ont fait 1-1 contre l'Azerbaïdjan. C'est l'équipe à éliminer, on va dire. Donc pour être premier. Donc voilà, là comme par hasard, là il est pas là aujourd'hui alors que l'équipe de France fait un mauvais début de match. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, pour moi, déjà, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est de savoir si Dembélé, déjà lui-même, est-ce qu'il se sentait bien, pas bien, est-ce qu'il était blessé, il avait une gêne, mais comme Dinas, peut-être que même s'il avait une gêne, il voulait quand même jouer. Deuxième chose, c'est de savoir, et c'est ce que, à travers la lettre, la première du PSG, c'est ce qu'on reproche, c'est ce que le PSG reprochait au staff. C'est-à-dire, est-ce que le staff était au courant, et à ce moment-là, parce que normalement, quand ton joueur est blessé, tu dois quand même communiquer avec le staff du club. Et à ce moment-là, est-ce que ils se sont dit, c'est pas grave, il peut quand même jouer, ou est-ce que unilatéralement, ils ont dit, c'est pas grave, tu peux jouer. Ça, on sait pas. C'est ça aussi qu'on ne sait pas. Il y a plein de paramètres, tu vois. Zones d'ombre, c'est pour ça que. Tout ça, je te dis, on peut pas se dire. Non, ils ont raison. Non, c'est de la faute de l'équipe de France. Je trouve ça petit. Non, mais justement, mais ça reprend le passif. C'est ce qui s'est passé. Parce que ça reprend le passif, mais est-ce qu'il y a eu des complications assez graves, des blessures si. Les mecs, ils reviennent blessés. Non, mais ils reviennent blessés. C'est ce qu'ils ont dit dans le communiqué. Ils reviennent blessés, mais il n'y a pas eu de communication. Derrière, les mecs, ils jouent à chaque fois. Non, s'ils sont blessés, ils jouent pas. Non, mais quand les mecs. T'as un exemple de match de rassemblement où les mecs sont partis en équipe de France, après ils sont revenus blessés du Paris Saint-Germain. T'as des dates et ils ont loupé 3, 4, 5 matchs. Parce que si tu me dis il a loupé un match parce qu'il avait une légère blessure, les gars, faut pas même non plus. Ça reste l'équipe de France. Même s'il loupe un match, même s'il loupe un match, il est payé. Les joueurs de foot, il est payé pour jouer. Ouais, mais là où je suis un peu avec Yanis, c'est que ça reste quand même bon, c'est du foot, ça reste c'est des matchs de haut niveau. C'est plus juste du foot. Ouais, non, mais si tu te blesses en sélection. Alors, je décorrélais. Bref, je sépare deux choses. Voilà, je utilisais des mots plus simples. Décorrélé, c'est ça que tu veux dire ? Décorrélé, oui, voilà, c'est ça. Ça peut arriver de te blesser en rassemblement. Ouais. Ça peut arriver. Et ça, il faut pas s'énerver pour ça. Après, ça reste des matchs de haut niveau. Oui, t'as des risques de blessure. C'est un match comme un autre. C'est comme si c'était un match. Ça ressemble plus à une blessure de fatigue là quand même. Non, là je parle pas de Dembélé. Moi, je parle en général. Mais je dis en général, si jamais un joueur se blesse dans un match en sélection, ça peut arriver. Faut pas s'énerver. Enfin, je comprends pas pourquoi on en voudrait à la sélection qu'un joueur se blesse. Et là-dessus, je suis d'accord avec Yanis et un peu d'accord avec ce qu'a dit Deschamps. Ça peut arriver. Désiré Doué, il s'est blessé. Ça peut arriver. Il s'est blessé là. Il aurait pu se blesser avec le PSG. Ça n'a rien à voir avec la gestion médicale de l'équipe de France. Après, juste, je termine. Ça dépend du type de blessure. Après, non, mais même si c'est une blessure musculaire, si elle n'a pas été, non mais qui se déchire, ça veut dire. Oui, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc c'est plus grave parce que ça arrive en équipe de France. Et si c'est arrivé au PSG. Alors c'est pendant un match, il se prend un tacle, il prend. Ok, là je suis d'accord avec toi, mais là un muscle qui se déchire, ça veut vraiment dire que le mec, il a été. Mais c'est la faute de. Mais je comprends pas pourquoi l'équipe de. Bah oui, non mais. C'est la faute de Didier Deschamps. S'il y a 40 000 matchs, elles se sont passées. Bah si c'est pas la première fois que ça arrive, oui. Non mais si c'est pas la première fois que ça arrive comme le dit Steven, oui. Non mais les gars, une fois, deux fois, trois fois, les gars, maintenant ça arrive. Là on est dans un discours où on diabolise un peu la sélection nationale comme si c'était un boulet. Non, ça reste. C'est pas juste par rapport à Deschamps que je dis ça. La sélection nationale. C'est pas juste par rapport à Deschamps, c'est à tous les sélectionneurs qui font ça. Oui mais l'équipe nationale, surtout des équipes comme l'équipe de France, des grosses nations comme ça fait partie du package d'un joueur de haut niveau. D'accord ? Donc il faut faire avec et il faut pas prendre ça parce que là j'ai l'impression là en ce moment ce que j'entends là c'est qu'en gros
l'équipe nationale, limite on devrait s'en passer et aller jouer que la Coupe du Monde et ça s'arrête là. Non, la sélection nationale, ça fait partie, pour un joueur de très haut niveau, du package d'une saison. C'est pas des matchs bénévoles où en mode allez, on vous laisse les trucs, on vous laisse les joueurs par bonté de grâce et que en gros ça n'apporte rien aux joueurs. On sait très bien que l'équipe de France, des grosses sélections nationales, ça apporte beaucoup aux joueurs aussi. Oui, donc non, il faut pas, en fait il faut pas, oui, mais il faut pas passer l'équipe de France. En fait moi là où j'ai un peu du mal, c'est pas forcément ce que vous dites, mais l'ambiance générale en ce moment, c'est qu'en gros la sélection nationale c'est vu un peu comme le boulet en fait. Ouais bon, qu'est-ce que ça fout là? Ok, comme a dit Yanis, c'est pas de la faute de Deschamps s'il y a 45 000 matchs, c'est pas la faute de Deschamps si Dembélé il a joué une Coupe du Monde des clubs juste après une finale de Ligue des Champions, c'est pas Deschamps qui fait le calendrier mondial. À un moment donné, ça sera peut-être l'objet du prochain débat, il y a des qualifs pour la Coupe du Monde, ça fait partie du package en fait. Après sur la gestion de Dembélé, moi si vous voulez mon avis, je pense que y a les torts, je mettrai pas tout sur la tête de Deschamps, même si je pense que l'équipe de France aurait dû mieux gérer la situation, parce que j'étais le premier à le penser quand j'ai vu Dembélé rentrer. J'ai dit mais pourquoi il rentre en fait? J'ai pas compris l'intérêt de le faire rentrer tu me dis tout ça, à ce moment-là. Non, mais après je peux comprendre, mais taper que sur l'équipe, taper sur l'équipe de France comme ça à boulet rouge, je sur l'équipe de France gratuitement. Mais en fait, justement, si, parce que là Steven me donne des infos que j'avais pas. Si c'est pas la première fois que ça arrive, pour moi ça change un peu la donne. Parce que si c'est la première fois que ça arrive et que c'est quand la dernière fois que ça arrivait, et que c'est un peu, on va dire, une coïncidence. C'est pas la même chose. Et le type de blessure que c'est que c'est quand même une blessure de fatigue où le muscle il a tiré. En fait, ce qui est reproché c'est pas forcément, et c'est là où malheureusement le débat il a mal été placé. Pour peut-être un peu discréditer le courrier du PSG, mais le PSG ne dit pas que c'est la faute de la sélection. Il dit juste que quand les joueurs sont blessés avec l'équipe de France, que l'équipe de France n'avertit pas le PSG et qu'en fait le PSG le découvre après coup. Par exemple, voilà, il te dit en septembre 2024, Zaïre Emery a contracté une lésion musculaire au solaire, lors d'un rassemblement avec l'équipe de France. Là encore, aucune information transmise au club. Pareil, Barcola, convoqué à la même période, a signalé une douleur au genou. Sauf qu'aucun échange a été initié avec les services fédéraux. Il a reçu un discours dévalorisant vis-à-vis de notre personnel médical, ce que nous considérons comme inacceptable. En gros, ils l'ont dit, c'est pas grave s'ils t'ont dit qu'au PSG, en gros, tu peux pas jouer, mais nous, on te donne un autre avis. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les joueurs de foot ont plusieurs avis médicaux. Il y a un contre-avis médical. Voilà, t'as plusieurs avis. Après, pareil, ils disent en juin 2025, Ousmane Dembélé subit une lésion de fatigue en cours de match. 4 jours seulement après la finale de Ligue des Champions. L'information nous a été transmise que par le joueur, encore une fois, sans contact avec le staff médical. Donc en gros, on te dit que des joueurs sont blessés en équipe de France, mais que le staff ne dit rien. En gros, c'est pas grave, on met ça sous le tapis. Et donc quand le PSG voit ça, te dit encore une fois, on n'est pas au courant, enfin il me semble que c'est ça, et il y a une blessure. C'est ça en fait l'information. Mais c'est quoi le rapport avec Dembélé là? Bah c'est ça, c'est qu'en fait en gros te dire que il était blessé, potentiellement il était. Alors ce que dit le PSG, c'est que potentiellement il était blessé et que l'équipe de France était en gros que l'équipe de France n'a pas communiqué avec le PSG, parce que tu sais que quand tu communiques avec ton club, à ce moment-là le club te dit. Si par exemple ton joueur en sélection, il est déclaré blessé, tu dis à ton club, le club peut dire bah voilà, dans ce cas-là on se met d'accord, on ramène le joueur. Sauf que là ce qu'on dit c'est qu'on communique pas avec le club, en gros on met ça sous le tapis, comme ça le gars on le fait jouer. C'est ça en fait qu'avait déjà reproché le PSG en septembre. Mais je comprends. Mais après l'équipe de France, je prends le cas d'un mec comme Cherki. Ouais. Cherki là, du coup, il a pas été au rassemblement parce qu'il était blessé. Saliba, il était blessé, il est pas allé au rassemblement. Donc l'équipe de France, ils sont pas. Tu vois, quand les mecs sont blessés et que c'est vraiment truc. Ils les mettent de côté. Donc, mais hormis les histoires précédentes. Attendez, mais qui a dit que Dembélé était blessé avant? Qui a dit que Dembélé était blessé avant? Bah, c'est pas ce que le PSG a sous-entendu. Donc, ton raisonnement, Non, on te dit que les gens, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils ont contacté des blessures pendant le rassemblement. Avant de partir, ils t'ont jamais dit qu'ils étaient pas blessés. Pendant le rassemblement. En gros, on leur cache le truc. Mais non, mais avec Dembélé, c'est bizarre parce que Dembélé contre. C'est ce qu'on leur reproche. Dembélé contre Toulouse, il sort sur blessure. Ouais. Donc il était déjà un peu blessé. C'est ça. Mais tout le monde a l'information. Non, c'est pas la même cuisse. C'est ça. Et c'est pas la même cuisse. C'est pas la même cuisse. C'est pas la même cuisse.
Ok, mais donc en quoi l'équipe de France elle est... Bah oui, en quoi l'équipe de France elle est responsable alors? Je comprends pas. Vous avez pas compris. Ce qu'on te dit, c'est que en fait. Non mais j'ai compris le courrier. C'est qu'il y a des blessures, les mecs ils les découvrent là. Donc en fait, ils soupçonnent peut-être. En gros, ouais, donc là en fait. Ils soupçonnent. Je pense l'équipe de France de faire comme d'habitude, c'est-à-dire en gros qu'il y ait des blessures, on dit rien et le gars joue et boum. Donc en fait, il se base sur un passif. Sur un passif. Si ça arrive régulièrement. Oui, c'est ça. Si ça arrive régulièrement. En fait, il est sur ça le sujet. Les gars, c'est deux trucs différents. Le truc où le joueur vient en sélection et se blesse en sélection et le staff de l'équipe de France ne dit rien, ça je l'entends, c'est inacceptable. Mais par contre, ce qui s'est passé avec Dembélé était au Paris Saint-Germain. Il a eu l'accord médical pour se rendre dans l'équipe de France et il s'est blessé au rassemblement sur une autre blessure qui a rien à voir avec sa blessure. Oui, mais il y avait une alerte qui avait été donnée par le PSG. Voilà, c'est ce que je te dis en fait. Il y avait une alerte qui avait été donnée le 4 septembre par le PSG. Si le mec vient de dire attention, c'est-à-dire en gros le sélectionneur il savait très bien qu'il y avait une alerte sur ce joueur et il a quand même fait jouer. Il s'est blessé à un moment qui a rien à voir avec sa blessure initiale. Bah ouais, non mais il y a une alerte, frère. Il y a une alerte, mais viens penser. Après, je suis d'accord avec vous. Le risque t'es blessé, tu viens. Non mais là il y a personne. Là il y a personne qui parle de la responsabilité du joueur. C'est ça. Le risque zéro. Là le sujet il est pas sur ça. D'accord, la responsabilité du joueur elle est pas sur ça, y a pas de souci. Mais là on vient de m'apprendre qu'en gros sa blessure elle a rien à voir avec la blessure initiale. Donc c'est une blessure qui aurait pu arriver comme une autre blessure. Mais il y avait une alerte. Peut-être, je sais pas sur quoi exactement l'alerte. Mais c'est surtout de se dire que est-ce que c'est en fait ce que peut-être à travers le courrier. Est-ce que imaginons là je vais supputer des choses. Est-ce que avant ce match il avait une alerte sur cette cuisse et que le staff du médical de l'équipe de France n'a pas communiqué avec le PSG pour justement dire c'est bon il va quand même jouer. C'est ça en fait. Bah oui, c'est beaucoup de ça. Nous on est pas là. Ça veut dire que là tu te retrouves avec un Dembélé qui se remet de sa cuisse où il était pris à Toulouse et qui doit soigner son autre cuisse. Écoute, moi je pars du principe. On remet pas en cause l'équipe de France. Comme on l'a dit tout à l'heure, les blessures elles peuvent arriver. Voilà, que ce soit. Là t'as parlé d'une blessure musculaire, d'une accumulation de matchs. Comme j'ai dit, c'est pas de la faute de l'équipe de France, il y a plein de matchs en amont. Après, si le mec il était pas apte, ou en tout cas il était en cours de rétablissement, on est au début de saison, je veux bien entendre que oui, il a des choses à prouver. Non mais là c'est la nuance. Laisse-moi finir. Et après je te laisse. C'est juste qu'après quand je fais le montage, c'est galère. Vas-y. La frontière elle est mince en fait. C'est le monteur qui parle. Et donc le mec, il aurait pas dû aller en sélection si. En tout cas, il était en cours de rétablissement, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais, non, mais en fait, c'est juste que la frontière elle est mince entre apte, pas apte, ok, pas ok. Le joueur il voulait jouer, il a joué, c'est tout. Après, attends, on va conclure, après on va passer à autre chose. C'est juste qu'un truc, c'est que. Non, mais c'est pour que. Non, mais pour qu'un joueur n'aille pas en équipe de France, si on prend le cas des Dembélé, il faut qu'un joueur soit blessé. À partir du moment où au PSG il était remis de sa blessure. Le PSG ne peut pas lui dire de pas y aller. Il peut pas, mais le joueur peut dire je ne veux pas y aller. Bien sûr que c'est. Non, mais dans il a un gun sur la tempe pour aller en sélection. Bah, il semble que certains joueurs, dès qu'ils ont dit ça, ils ont pas été rappelés. Bon, à part d'autres qui sont allés en Suède, mais si tu te sens pas apte c'est pas physiquement, beau, arrête. Si tu te sens pas apte physiquement, t'appelles le coach. Non, mais il peut pas le faire. Il peut pas faire ça. Tu vas pas refuser la sélection. On va pas. Voilà. Il a pas pu refuser la sélection. Attends, les gars. Il a pas pu refuser la sélection. Mais c'est pas un refus de sélection là. Bah si. Ton club te dit, oui, c'est pas un refus de sélection, si tu te sens pas apte physiquement. Non mais le PSG peut pas justifier qu'il est malade. Il peut pas justifier qu'il est malade. Bah t'y vas mon gars. D'accord. Bah c'est ce qui s'est passé. Non bah voilà, donc c'est le PSG en fait. Ils auraient dû le laisser à la maison. Non, ils auraient dû faire être plus ferme. Ils auraient dû être. La conclusion c'est qu'ils auraient dû être plus fermes. Dembélé est forfait. Point barre. Donc ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Voilà, c'est tout. Ils ont laissé ça. Le protocole c'est dans ce cas. Donc ça sert à rien de. En fait qu'ils assument. Rien à voir initialement. Non mais. Non, Yanis, attends. Non mais il faut que t'aies une excuse. Attends. T'es en train de saturer le micro. Attends, ouais, de ouf. Non mais. En fait là. En plus, les gens savent que je supporte le PSG, mais en fait, là, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Il faut qu'ils soient clairs. S'ils avaient peur, dès le départ, ils disent à Deschamps ou à truc, notre joueur est forfait pour le rassemblement. Point barre. Dès lors où tu le laisses aller au rassemblement, ça sert à rien après de faire un communiqué comme quoi, nanani, nanana. Bon bah tu dis rien alors dans ce cas-là. S'ils avaient peur, mais qu'ils le laissent. Ça se fait en bonne intelligence. Hop, allô, Deschamps. Dembélé, il est pas. Mais non, arrête. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Mais regarde, moi je suis sélectionnaire, j'ai n'importe quoi. Arrête si tu veux. Non mais l'équipe de France, c'est pas l'armée, tranquille. Si tu me donnes pas une vraie excuse,
je te dis, bah ouais, Dembélé il peut jouer, pourquoi tu veux pas? Tu commences à dire, mais pourquoi vous dites toujours en match en Arrête. Les gars, dans cette histoire, le son de cloche qu'on n'a pas et qu'on n'aura pas, je pense, c'est le son de cloche de Dembélé. Si Dembélé il a fait le forcing pour venir, il va y aller. Ouais. Ah bah voilà, donc c'est le joueur qui est responsable. Et on arrête tout ce blabla en fait là. Je préfère le dire, ça c'est mon avis, c'est mon opinion. J'ai aucune. Moi je pense aussi que Dembélé a fait le forcing pour venir. Voilà. Moi je pense que c'est ça. Donc ça sert à rien de s'en prendre à. Il y a tout ça. Voilà. En fait. Ouais, exactement. Les communiqués, les trucs, ça sert à rien. Voilà. Dembélé a voulu venir. Voilà, il s'est blessé. Vous pouvez supposer que c'est ça. On sait pas si c'est ça. C'est une supposition. Je suis d'accord avec Isma sur la supposition. C'est juste mon avis. Je pense que c'est ça. Allez, on va passer à un autre sujet concernant l'équipe de France. C'est Marcus Thuram, qui est titulaire d'ailleurs. Il a eu une grosse occasion, une tête bien stoppée par le portier islandais. Marcus Thuram, c'est quand même compliqué en équipe de France. Il est là depuis 2021. Hein. Il a fait l'Euro 2020 et il a fait l'Euro 2021, effectivement. Donc ça fait quand même un moment qu'il est là, Marcus Thuram. Ça fait 5 ans, quoi. Ça fait 5 ans. Alors ça n'a pas été régulier, hein. Il y a eu des trous, bien sûr, mais en tout cas, depuis qu'il a signé à l'Inter il y a 2 ans, il est tout le temps dans les listes. Voilà. Il a fait un Euro très décevant l'année dernière. Quid de son statut, sachant que là, pour l'instant, c'est Mbappé en pointe. Hein. Là, Deschamps a décidé de faire une attaque à 2. Au niveau de l'attaque, il y a Hugo Ekitike qui a été appelé, alors qu'il n'était pas dans la liste initiale, mais qui remplace Ryan Cherki. Un gars comme Kolo Muani, il suffit qu'il mette 3-4 buts à Tottenham, il reviendra automatiquement en équipe de France parce que Deschamps l'aime beaucoup et, qu'on le veuille ou non, ça veut peut-être dire quelque chose sur l'état de l'équipe de France l'année dernière, mais Kolo Muani était le meilleur buteur de l'équipe de France en 2024. C'est la vérité. Donc c'est quand pardon, excuse-moi. Et du coup, quid de Thuram? Est-ce qu'il a encore sa place? Est-ce que vous pensez que son poste et son rôle est en danger? Est-ce que sa place est remis en cause? Vous en pensez quoi de Marcus Thuram? De toute façon, pour poser le débat, je pense avant toute chose, il faut rappeler avec qui il est en concurrence. Ouais. Avec qui est en concurrence Marcus Thuram? Non, la chance qu'il a aujourd'hui, Marcus Thuram. Non, pas Mbappé. Mbappé, il est en concurrence avec Mbappé. Il est en concurrence avec lui-même, Mbappé. Ouais, non, il est en concurrence avec les joueurs que j'ai cités. Non, mais sur son poste. Non, tu parles de quoi? Les joueurs que j'ai cités. La chance qu'il a, Marcus Thuram, c'est qu'il est polyvalent. Déjà, il peut jouer en pointe ou sur le couloir. Il peut jouer dans une attaque à 2, il peut jouer tout seul en pointe, il peut jouer à gauche. C'est ça la chance qu'il a aujourd'hui en équipe de France. Donc, il joue un peu de. Deschamps, il aime beaucoup cette polyvalence, de pouvoir mixer avec certains postes, etc. Donc, sur ça, il a de la chance. Après, en termes de performance depuis 2021. Tout à l'heure, on parlait de Dembélé qui ne s'était pas réellement imposé. Dembélé, c'est pas le même standing de joueur, on est d'accord, mais Dembélé, on a quand même des choses intéressantes, des matchs références, même s'il n'y en a pas énormément, on a quand même des choses intéressantes. Non, je dirais pas des matchs références, je dirais des choses intéressantes. Des choses intéressantes. Voilà, il a fait un bon match, vraiment, c'était contre le Portugal à l'Euro, il a été homme du match. Non, mais même par le passé. Il jouait comment l'équipe de France à ce moment-là? Il jouait à 3 attaquants aussi? Je me rappelle plus. Par le passé, il a fait des matchs marquants. Même en équipe de France? Oui, contre l'Angleterre, contre l'Italie. Waouh! Là, t'as cité un match en 2016 et en 2017. Ouf! Non, il n'était pas appelé encore à Marcus Thuram. Non, là, je parle de Dembélé. Non, mais je veux dire, il y a un CV quand même en équipe de France. Il a fait des choses. Et même, il a fait une grande compétition en étant titulaire. Où on allait en finale, tu vois ce que je veux dire? Il a des choses quand même, alors que Marcus Thuram, pour moi, c'est le néant, sincèrement, en équipe de France. Il n'y a pas grand-chose. Il a un gros volume de jeu, du coup, il défend beaucoup. Mais pour moi, aujourd'hui, en plus avec l'arrivée d'Ekitike en équipe de France, après, bon, on ne sait pas s'il va pouvoir s'installer sur le long terme. Il est quand même titulaire à Liverpool. On a aussi Kolo Muani, comme tu l'as dit, et que c'est un profil que Deschamps apprécie. Et lui est capable de jouer sur le couloir. Et il est efficace sur ton équipe de France. Il est efficace en équipe de France, donc lui, il est performant en équipe de France. Marcus Thuram, il est très performant à l'Inter de Milan. Mais en équipe de France, on reste sur notre fin depuis 2020. Je suis désolé, certes, mais ça fait 3-4 ans qu'il est appelé très régulièrement. En vrai, en équipe de France, on nous voit à chaque fois une armade offensive de zinzin. Mais quand on regarde dans le détail, c'est pas. Oh, il y a de. C'est pas. Mais sur Marcus Thuram, quand on regarde vraiment dans le détail, les mecs, vraiment les performances qui lâchent en équipe de France. Par rapport à... Après, Marcus Thuram, à l'Inter, il performait surtout dans une attaque à 2, avec Lautaro Martinez. Est-ce qu'il s'est déjà retrouvé dans cette configuration-là en équipe de France? Là, ce soir, oui. Dans une attaque à 2 avec un attaquant en pivot. Pour moi, c'est pas forcément une excuse, parce que Kolo Muani, il a été mis dans des conditions en équipe de France, il a quand même performé, on l'a mis sur le couloir, on l'a trimballé, et ça l'a pas empêché de performer. Et Thuram, ça fait longtemps qu'il est là, à un moment donné, le mec, il est polyvalent, il doit s'adapter. Ouais, mais il s'adapte pas. Non, il s'adapte pas. Parce que ça fait C'est 5 ans. On peut déjà tenir un premier bilan. Il s'adapte pas à ça. Non, il s'adapte pas.
Voilà. Il s'adapte pas, il a pas les performances requises, en tout cas pas assez marquantes. Et après, tu disais que le vivier offensif, il est pas si ouf que ça. Quand on regarde dans le détail, en fait, évidemment, on a des superstars, on a des joueurs qui sont très techniques, Olysée, Mbappé, etc., des joueurs qui sont très bons, tout. Mais quand on regarde dans le détail, dès qu'ils sont pas... Après, c'est le contexte équipe de France, je pense, qui fait ça. T'as l'impression qu'ils sont pas mis dans des meilleures conditions pour pouvoir performer, en fait, à chaque fois. On a un grand nombre de joueurs qui sont en sélection depuis même 5 à 10 ans. Ils sont là comme ça, mais ils ont jamais explosé en équipe de France. Tu peux penser à Kingsley Coman, qui est en équipe de France. Coman, combien de fois il a fait des matchs? Là, maintenant, c'est fini. Mais je veux dire, il a été en équipe de France pendant X temps. Depuis 2016, il est en équipe de France. 8 ans, Et il a jamais réussi à s'imposer en équipe de France. Après, bon, il a eu des blessures. Ousmane Dembélé, c'est vrai que bon, il y a eu beaucoup de blessures. Important, mais il a jamais forcément explosé en équipe de France. On a un gros vivier de joueurs comme ça où ils sont ultra performants en club. Anthony Martial, même à l'époque quand il était performant à Manchester United, en équipe de France, c'était assez compliqué. En fait, ces dernières années, ceux qui ont vraiment performé au niveau de l'attaque, t'as Mbappé, Griezmann. T'avais Griezmann. Quand Griezmann est parti. Et Giroud. Tu te rappelles quand Griezmann est parti et que Olysée est venu, c'était limite, on dirait que c'était le Messi qui arrivait, quoi. Ah, Olysée, il va ramener de l'animation offensive. Il nous manquait un joueur comme ça, un joueur qui joue entre les lignes, etc. Alors que il était tout nouveau, il avait le choix au niveau de ses nationalités et il y avait encore le débat est-ce qu'il va jouer en équipe de France ou pas. Et là, Olysée, déjà, vous parlez d'Olysée, mais bon, le match qu'il a fait là contre l'Ukraine, je dirais pas que c'est un match à mettre au Panthéon, mais c'est une première référence en équipe de France. Hein. C'est ça. Et parce qu'il a quand même été décisif, il a été bon dans un match de qualif. Ça, même Thuram ne l'a jamais fait. Hein. C'est ça. Pour moi, le dernier joueur qui a crevé l'écran en équipe de France, c'était Cherki. Sur le plan offensif. Offensif, ouais. Offensivement. Oui, mais c'était une surprise. On est d'accord que c'était une surprise. On savait pas que Cherki, dès la première sélection, dès les premiers matchs, il allait crever l'écran comme ça, mettre des reprises de volée et mettre tout le monde d'accord. Ouais. Et je veux dire, à côté de lui, t'as l'impression que c'était des joueurs d'un niveau en dessous. Alors que c'était le contraire. C'était Cherki qui avait des choses à prouver. Et c'était... C'est pour ça qu'aujourd'hui, Thuram, pour moi, là, je dis ça comme ça à l'instant T. Parce que Deschamps, il accentue beaucoup sur l'expérience, mais avec le vivier. Parce que toi, tu trouves qu'il n'y a pas un gros vivier. Moi, je trouve que il y a un gros vivier sur le papier, mais quand tu regardes dans le contexte équipe de France. Mais par contre, quand tu vois leur performance en club, c'est limite, c'est incontestable. Mais là, Thuram, il est un peu en danger, je trouve, parce que ça fait X temps il est en équipe de France. Derrière, t'as Cherki, t'as Doué, t'as Kliouche, t'as Barcola. T'as Barcola, t'as une petite armada de joueurs. Barcola qui a quand même une petite régularité en équipe de France, tu vois. Ouais. Il y a quand même une armada de joueurs qui arrivent et qui peuvent chipper sa place, entre guillemets, alors que lui, il est là depuis X temps. En tout cas, c'est mon avis. Et pour moi, à un moment donné, moi je suis Didier Deschamps, voilà, t'es là depuis X temps, à un moment donné, soit tu commences à être performant, soit c'est compliqué, hein. Il a quand même un statut en équipe de France, Thuram. Moi je pense qu'il... Après, j'essaie un peu de comprendre le truc, c'est... Thuram, pour moi, en tout cas, de ce que je vois avec le France, c'est pas un titulaire. C'est juste qu'il est là pour faire le nom. À un moment donné, il l'était. Moi, c'est comme ça que je le vois. L'Euro, il l'a fait presque titulaire. L'Euro, il a commencé titulaire. Ouais. Il a fini sur le banc, mais il a commencé titulaire, l'Euro. L'Euro, il joue pas son poste, il joue défenseur. Faut l'oublier. Alors oui, c'est vrai qu'il compensait défensivement, c'est vrai. Mais après, ça, c'est le style de jeu de Didier Deschamps. Ah ouais, mais par contre, ça le crame, ça. En tout cas. Après, un mec comme Colomani, il a réussi à faire. Et Colomani, on ne demande pas forcément les mêmes. Et Colomani a performé à l'Euro. Colomani performe en équipe. Colomani performe en équipe de France depuis qu'il est là. Depuis Colomani, parfois plus qu'en club. Mais il y a des joueurs comme ça, t'as des joueurs de sélection qui sont mieux en sélection quand même. Et pareil, t'as des joueurs que de club qui en sélection. Par contre, c'est pas le même contexte. Et c'est différent, tu vois. Complètement. Donc moi, Marcus Thuram, ça me choque pas qu'il soit là. Moi ça me choque pas plus que ça. Moi ça me choque pas, mais je veux dire avec le temps, attention. Est-ce qu'on peut dire qu'il est là grâce à son nom ou c'est un peu trop choquant de dire ça? Non, je pense pas. Par rapport à ses performances équipe de France, je parle vraiment lié à ses performances. Je pense qu'il a eu une ouverture plus facile grâce à son nom. Mais après, ce qu'il a prouvé en club. Donc... Après, c'est un profil différent. Il travaille. Là, tout à l'heure, c'est lui qui provoque le penalty. Pour moi, l'Euro 2021, il a rien à faire dans le groupe. Tu vois, à l'époque. Oui, c'est un peu la surprise après. Pour moi, c'est grâce à son nom, mais ça l'a pas empêché de performer. Du coup, il a légitimé sa place en équipe de France. Ouais, parce que là aujourd'hui, je sais plus généralement dans les listes, c'est pas combien d'attaquants. Je crois que c'est 2-3 buts en plus en équipe de France. Ouais, pas plus. Je pense que le groupe France, il va pas trop changer le groupe France là d'ici là.
Tu vois. Non, mais quand tu regardes le vivier offensif, mais à un moment donné, il il va falloir faire de la place pour certains, tu vois ce que je veux dire Il ou peut pas? faire de la place pour qui? Oh, il est parti. Oh, il est parti. Oh là 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 là, il est parti. Centre. Ah, quand tu regardes, il y a Ekitike potentiellement, Mbappé, Barcola, Dembélé, Mais ils sont déjà là, eux. Cherki, Moi, je me Doué, dis- Akliouche. T'as quand même beaucoup de joueurs. Colomboigny. Il y a beaucoup de joueurs de là-bas. But. C'est quoi, il est sérieux là? Ouais, c'est vrai que Et hors-jeu. Il est sérieux? T'as rejoué. t'as beaucoup de joueurs du même profil. Ça a beaucoup mais de je veux joueurs dire, du si même tu fais du profil. poste par poste, tu peux dire Mbappé et Ekitike, c'est sa doublure. Tu peux rajouter Colomboigny. Non, mais, Tu vois ce que je veux dire? non, mais si t'enlèves Thuram, c'est pour faire de la place à qui? Moi, je trouve En que. fait, je- Après, bon, là, il y a beaucoup de blessures, mais je veux dire, c'est pour libérer de la place peut-être à un joueur un peu plus sur le couloir. Moi, Mais ce qui m'inquiète un peu dans tous les joueurs que tu as C'est cités, Akliouche. c'est qu'en Je t'ai fait, dit, 7, pour, 5, pour- 8, pour- non, pour là. avoir une belle animation offensive et pour avoir Ouais. beaucoup de buts, il y a du travail à faire. Il faut bosser. Moi, c'est ça qui m'inquiète avec l'équipe de France. C'est qu'il faut travailler, il faut faire de l'animation, il faut faire du placement, Après- il faut après- faire des trucs. Et Deschamps va pas le faire. Voilà. Ah, et, Après- Voilà, contre c'est ça l'Ukraine, le truc. C'est contre que. l'Ukraine, c'était intéressant. La première mi-temps, Ah. elle était intéressante. Après, il y a un truc que les gens oublient des fois. quand Deschamps, même. c'est un défensif. Oui, De c'est base. ça, c'est Lui, ça. sa stratégie, c'est d'abord de bétonner. Il peut gagner avec 1-0, c'est bon. Il s'en fout. Il est pas là pour mettre 5-0. C'est pas Guardiola. Tu vois? Allez, donne. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, bien C'est-à-dire sûr, que bien lui, à la base, c'est un défensif. Donc que Thuram défende, que Colomboigny, lui, c'est bon, ça lui va. Lui, ce qu'il veut, c'est juste des mecs qui vont appliquer son plan. Par contre, demain, le nouveau sélectionneur qui arrivera, si par contre il prend un jeu plus offensif, peut-être que là, on aura des discours différents. Parce que regarde, on voit bien, lui, c'est sa base défensive qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Hein. Ouais, c'est sûr, mais Donc, bon. Moi, en tout cas, je dis bon, attention avec le temps. par exemple, un match comme ça, normalement, un sélectionneur il doit le plier à 4-0. Si lui il plie ça à 2-1, c'est bon pour lui, tu vois. Bah, après, là, il y a une barre donc. Oui, mais. Et si- puis, c'est pas facile de jouer contre des blocs bas aussi. Hein. Après, Faut pas lui- caricaturer. Non, hein, mais il le attention, sait. hein. Non, mais moi, c'est pareil, j'aime bien ce truc-là. À un moment, les mecs, ils sont coachs, ils ont des trucs, ils savent que les mecs vont les Oh là attendre. là 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 Là, y a pas faute, là. Ça peut être un penalty, hein. C'est à la Et, limite de la surface. et là, comme il s'appelle, je veux dire, quand on est tes coach, tu sais que les mecs vont t'attendre, tu sais qu'ils sont à jouer comme ça, c'est à eux de travailler. Je peux rien dire d'autre. Hein. Justement, un mec qui a fait faute là, Théo Théo. Hernandez, il a signé en Arabie Saoudite cet été. Bon, Deschamps, il a montré avec Kanté par exemple que bon, ça le dérangeait pas trop. Non, c'est en dehors de la surface. Non, hein, c'est la en dehors. faute. Ça le dérangeait quand même parce qu'il l'appelait en dernier recours, Kanté. Ouais, mais il l'a appelé quand même. Il l'a appelé parce qu'il avait pas le choix en vrai. Il y avait plus T'as personne. toujours le choix. Hein. Ouais. Bah, Pas forcément, t'as d'accord. des C'est pas son sélectionneurs. premier choix. Il a appelé son gars sûr, quoi. Il sait que lui, il connaît son Non, mais profil, en c'était fait. pas son premier choix. Ouais. Ah, normal. En tout cas, on l'a pas avec Benzema. Hein Benzema, il avait pris sa retraite internationale. Je taquine. Attention. Je te taquine. Mais attention, On les sait gens que des si fois. j'ai Benzema, ils- Dédé, Voilà. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Voilà, voilà. Bref. Du coup, sur Théo Hernandez, est-ce que vous pensez qu'il a encore le niveau pour l'équipe de France? Est-ce que. Alors, déjà, qui sont les concurrents à gauche? bah, c'est C'est ça, c'est digne. une bonne question. C'est ça. digne. Ouais, et mais- après? Bah voilà. C'est dommage que c'est ça. Ferland Mendy C'est aurait pour pu. ça. Ça fait des années qu'on l'attend, on va Il dire. joue plus au Real, même c'est au ça. Real, il joue C'est plus. ça le problème, c'est qu'à la base, Ferland Mendy aurait été une grosse option parce que quand même il joue au Real de Madrid depuis un certain moment. Mm. Mais malheureusement, là il est. On a eu une période où on avait beaucoup de latéral gauche. Benjamin Mendy, on a eu un bon petit vivier. Même Lucas Hernandez à l'Atlético qui joue au latéral gauche. On avait du monde. Mais là on arrive à un moment où au poste de latéral gauche, Il y a personne. on a Lucas Digne. T'enlèves Lucas Digne, il reste qui? Il y a personne en fait. En vrai de vrai. Même, De- dans de- le de- championnat de- de- Adrien Truffert. Vraiment. Adrien- Rigoler, rigoler. Il joue... Adrien Truffert. Il joue à Bournemouth. Hein Bah, C'est qui pourquoi Adrien Truffert Il joue à Rennes. Ah, Là, il est à Bournemouth. Là. je connais. Ah, mais Pourquoi pas, vous- ouais. Ah, mais vous Parce que c'est rigolez. personne en fait en équipe de France, c'est pour ça. Et vous rigolez. Bah, il a déjà mais... été appelé, mais bon, c'est pas forcément. Ouais, il a déjà été appelé en plus. C'est vrai qu'il a déjà été appelé. Mais vous rigolez, mais il joue à Bournemouth en première ligue. Et si Bournemouth fait une bonne saison, Ouais, mais si Steven Gerrard. Non, c'est pas sérieux d'appeler bah, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, un mec comme. Sérieux. Ok. L'équipe de France. Ah d'accord, ok. bah du coup maintenant. Donc le un débat, mec c'est- comme un mec comme Dean Huyson. Dean Huyson, il joue dans quel club? Dienson. Il joue à Dean Bournemouth. Huyson. Non, je connais pas. Mais Ah, si, tu connais pas? le Bah, défenseur défenseur central espagnol, qui joue jouait au à Real. Bournemouth et qu'aujourd'hui il joue au Real. Ah, Hanson, le blond. Ah, Huyson, Huyson, là, oui. Huyson, ok. Oui. Il joue à Voilà. Bournemouth. Ah, et donc tu penses que le Real, ils se Oui, sont dit il non, joue à mais Bournemouth, c'est un- pas c'est un sérieux de joueur le prendre. potentiel, Il a 20 ans, Nas. Ouais, mais et Truffert, t'as- il a quel âge? Il Ah. en a 34? Non, mais c'est pas le même contexte. C'est vrai, Mais en plus, tu me compares à- de club à Il a club. 24. Non, Hanson, c'est. Hanson, à la bas, il est fini. Ils l'ont pris pour la relève de. Non, mais c'est pour te dire que c'est pas parce que tu joues à Bournemouth que tu peux pas aller en équipe Non, mais de j'étais France pas- en fait. mais déjà. Parce que t'as dit oui, sois Non, sérieux mais en mode. Ah. le logiciel de Deschamps, tu le connais? Il réfléchit comme ça. Mais non, bah, et Première Ligue, c'est un championnat de très haut niveau. Ah, peut-être Marcus Thuram va faire un truc de bien là. Non, ils sont enfermés.
Il a failli faire une bonne passe. Ouais, dommage. Il était pas bien. Dommage, ils sont enfermés. Non, mais pour revenir sur ce que je te dis à Nice, mais Bournemouth, c'est la première ligue. Hein. Ouais. Et Lucas Digne. Il prend Attends, tu vas comparer avec Lucas Digne. Lucas Digne, il joue en première ligue. Oui, mais il joue dans un gros club de première ligue. Ok, mais Bournemouth, l'année dernière, ils ont fait une grosse saison. Et même Lucas Digne, il avait un passif. Même avant, Ok. quand il jouait à Everton. Mais de toute façon, à un moment donné, il faut quand même faire. De toute façon, à un moment donné, il faut faire venir d'autres joueurs. Ouais, mais- Non, mais je suis d'accord. il- Mais aujourd'hui, je il préfère le fera ramener pas. Théo Hernandez de l'Arabie Saoudite. Ah, tu préfères que Truffert? Ah bah oui, largement. Ah ouais, ok. Bon, quand je vois son niveau en chute libre, je C'est vrai suis que, pas sûr. ouais, c'est Parce vrai que là, quand tu te tu- bases quand tu sur un regardes les statut matchs, et pas sur les l'expérience. performances. Sur l'expérience aussi. Ouais, T'as un mais mec qui a de l'expérience, t'as une Ok. garantie avec Théo Hernandez. Ouais, mais Et même avec Lucas Digne, ça fait longtemps qu'il est en équipe de France. Toi, tu serais bien entendu avec Deschamps. T'es bon pour le thé avec lui, toi. Pas pour le thé Heureusement- avec Deschamps, là. Heureusement qu'il ça ce qui va être fait. Heureusement qu'il Ouais, t'a oui. pas écouté quand il a pris Kanté. Hein. Kanté, il jouait à Leicester. Hein, quand il... Non, mais c'est pas pareil. Leicester, ils étaient champions. Non, ils étaient pas encore champions. Bah, hein, ils quand étaient il- en cours de Ouais, mais ils réfléchir. étaient pas champions. En plus, c'était pas la même génération que maintenant. À l'époque, on avait pas autant de choix. C'est pas pareil. Et là, t'as du choix à gauche, là? Mais il a du mal à ouvrir. Non, mais à Deschamps, l'époque, toi, tu me parles de Kanté. À l'époque, il y avait personne. Ben là, il y a Il y a personne. personne, mais on a Donc deux on gars. prend a Truffert, deux gars. voilà. On a deux gars. Donc là, toi, Théo Hernandez, Arabie Saoudite. Digne et t'as Lucas Hernandez qui peut aussi dépanner à gauche. Ouais, Lucas Hernandez. Attends. Il est encore dans le groupe, hein. Il est encore dans le groupe, les gars. Oh. On avance. Maintenant, il veut doubler les postes. Hein? On a avancé dans la réflexion avec Ouais, Yanis. c'est Il vrai, veut c'est doubler vrai. les postes dans son Non, équipe. Non, mais. Mais tu peux pas ramener. Tu peux pas ramener 4 joueurs au même poste, en fait. C'est pas possible. Bah, mais- c'est sûr. Moi, je trouve C'est que. pas possible, ça. Maintenant, tripler les C'est postes, trouver faut les- une autre émission, Nas, Moi- pour qu'il puisse Ouais, tripler c'est les ça, postes. c'est ça. Mais moi, je trouve que l'idée de Truffert, c'est pas si déconnant que ça. D'ailleurs, en Ouais. plus, il a déjà été Il a appelé. déjà été appelé quand il est Attends, mais c'est quoi Oui, la il a dernière fois que déjà t'avais un été match de Truffert aussi Ouh, dommage. Yanis. Et toi, c'est quand la dernière fois que t'avais un match de Truffert? Bah, moi, je l'ai vu là. Je l'ai- Ouais. Là, contre Ouais, Tottenham, moi, j'ai regardé le match je l'ai contre vu- Tottenham. Non, là, je l'ai vu avec les Non, je espoirs. regarde pas Bournemouth, c'est vrai. Je l'ai vu avec les espoirs. Je peux pas mentir, Et je franchement, regarde avec pas les Bournemouth. espoirs, il faisait des bonnes Bah, performances. il est pas mauvais, hein, Truffert. Hein. Avec Et là, on les parle pas espoirs, d'un oui, il titulaire. joue Hein. Le titulaire, ce sera Lucas Digne. Il n'y a pas de. Ah oui, Il oui, y a pas ça de- sera Lucas Digne, ça, voilà. c'est- Il n'y a pas ça, de on est truc. d'accord. Mais moi, je préfère ramener un jeune comme Truffert qui, voilà, qui a 22-23 ans. Et Mais Deschamps, Tu il peux fera être- pas ça. bon, On je soit sais d'accord. pas. S'il explose vraiment en première Il ligue. part en 2026, Attention. là, il va pas se casser la tête. À lancer des trucs et tout. alors Attention, que- la première ligue, les gars, la première Ouais, mais ligue. Deschamps, c'est Le pas gars, ça, s'il c'est pas ça, crée- quand même. s'il Il fait va un pas- bet il va de pas match prendre contre le City, s'il fait un bet de match contre United, s'il fait un bet de match contre Liverpool, tu crois que ça va pas se. Tu crois qu'il y aura aucune résonance? Après, lui, je sais pas, ils font. Je ils vois font- pas Deschamps faire ça sur sa Il dernière prend pas Coupe les du mecs dans Monde les où espoirs, des il fois. a aucune Il raison parle de pas prendre des avec- Parfois, il fait ça, il a fait ça à l'époque. Parce que dans ce cas-là, si vraiment c'est une galère, est-ce qu'il n'y a pas moyen de piocher, essayer de trouver la dernière liste à Non, des espoirs? en vrai, il n'y a pas d'urgence non plus, tu vois. Bah, quand même, hein. Non, il n'y a pas d'urgence. Non, mais moi, je pense pour Regarde, le prochain sectionnaire, il doit plus faire appel à ces mecs-là, là. Digne et ça, c'est fini. Non, mais Dean, faut le garder. Mais non, ça y est. Non, Bah, mais s'il c'est est toujours performant, toi, tu regardes. Vraiment tu- remplaçant, Tu quoi. fais Je tes pense qu'il y a listes mieux. sur la carte d'identité ou quoi? Non, non, mais là, il y a mieux, là. Il n'y a Enfin, personne. Non, mais justement, faut essayer. Non, mais tu vas me dire qu'il n'y a pas un mec, un jeu, tout ça, qui peut. que tu peux lancer? Ouais, je viens de te dire Truffert. Hein Bah, autant le lancer si lui, il est chaud. Non, mais tu peux pas éjecter Digne alors qu'il est encore dans le circuit européen. S'il y a bien un des deux qu'il faut éjecter, c'est Théo Hernandez. Ouais, mais si alors. l'autre, il est meilleur. Non, mais Théo Hernandez, même quand il était à l'AC Milan, là, ces dernières semaines, il était moins bien. Ouais, t'es moins bien, je suis d'accord, mais à un moment donné, je pense Donc, qu'il si y a. Si tu veux faut recycler, éjecter un quoi. des gars, bon, même si c'est bizarre ce que je dis, parce que Dean, c'est la doublure. Mais si tu veux éjecter un des gars, bah, c'est plus Théo Hernandez, parce qu'il est sorti du circuit européen. Moi, Théo Hernandez, si tu veux, faut le tège et faut prendre un nouveau arrière-gauche. Que tu fais monter, que tu vas installer dans le groupe France, tu vois. Mais non, mais c'est pas. Là, c'est trop tard, en tout cas, pour C'est pas du tout le timing pour faire ça. Non, hein. Non, mais là, c'est oui, trop tard, oui, on oui, va bah, sortir C'est son- pour ça que j'ai Bah parlé de oui, l'après. il- C'est pour ça que j'ai parlé de l'après, Il va l'après se Deschamps. barrer, c'est Truffert, sa chance, ça va être avec Zizou, c'est tout. Parce que justement, je pense que, et je sais plus, bon, je sais pas si ce sera Zidane ou pas, on n'a pas confirmation, mais bon, si c'est lui, je pense qu'il aura peut-être un autre œil, notamment sur les jeunes. Oh là là, Olise, Car à un moment donné, derrière, tu dois, faut arrêter cette histoire de statut. Oui, ok, c'est bien, mais à un moment donné, quand les mecs ils sont plus là, et puis voilà. Hein. Tu vois, il faut aussi recycler le truc, quoi, tu vois. Il est encore là, Théo, les gars. Faut pas non plus. Ouais, ouais, bah c'est bien. Il est encore là, il est jeune. Non, mais il est jeune encore. Il a Oh, il a il est 28 ans. Non, non, il est pas. Oh. Ah ouais, but. Magnifique. Est-ce Il qu'il est est pas en jeu ou Mbappé pas? Je sais pas, je pense Bah, pas. pour l'instant, non. Alors, but de J'ai Barcola. pas l'impression. Il y aura le VAR, hein, bien sûr, au grand J'ai pas plaisir de l'impression. Steven qui Non, mais j'ai pas se l'impression, délecter de cette Steven. La Enfin, VAR. attention parce que là il a Oui, laissé voilà, pousser c'est Mbappé, du donc, hors-jeu, ça me dérange pas. Oh, Mais Ah, ça te dérange pas là sur du hors-jeu? Non, sur du hors-jeu, ça me dérange Ah, pas. d'accord, ok. Ah, bah, c'est bon alors. Mais, Si ça le dérange sur pas du sur hors-jeu, du ça va. hors-jeu.
Mais là, je pense pas que ce hors-jeu. Hein, On va regarder ça. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est le deuxième défenseur qui remonte. C'est son bailli. Et passe D pour Mbappé. Voilà. Et Barcola, je crois qu'il marque son 2e ou 3e but en équipe de France. Oh, c'est pas beaucoup. Ouais, mais il est arrivé Tu vois qu'elle avait dit que Chouameni, il avait pas le pied. Il est arrivé l'année dernière. Elle avait dit, c'est pas les mêmes pieds que Pogba. Je te trouve sévère, Isma, sur Barcola. Attends, il est arrivé l'année dernière. Tu Bah, veux qu'il en marque combien 15 Et il a fait combien de matchs Barcola, une dizaine. Il a dit, c'est pas beaucoup. Il a mis 2 buts. Non, Ah, donc ça y est, on doit être content parce qu'il a mis 2 buts. non mais regarde son nombre de sélections. Il est arrivé l'année dernière, Isma. Il a fait combien de matchs? Dis-moi le nombre de matchs qu'il a fait. Non, c'est le nombre de titularisations qui est peut-être intéressante que le nombre de matchs. Dis-moi le nombre de matchs. S'il a fait 3 matchs ou 4 matchs, c'est pas pareil que s'il a fait 10 matchs. S'il a fait 2 buts en 10 matchs. Encore une fois, on est sur des systèmes défensifs. C'est pas la priorité. Mais 2 buts en 10 matchs. C'est de la sélection, on n'est pas en. C'est un offensif. Oui, mais tu veux qu'il en marque il doit avoir 17 titularisations. 17 sélections. Et nombre de buts. Combien de titularisations? Bah, titularisation pas, tu joues. Oui, non, mais si on te fait rentrer 2-3 minutes à la fin. Non, 2-3 minutes, ça sert à rien. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Là, ça a souvent été ça. Ouais, voilà. Mais Donc, si tu joues 30 minutes, ça suffit. Oui, je suis d'accord avec Tu fais toi. 30 minutes, ça suffit. Bah, après, ça dépend le contexte. Comment il est rentré et tout. C'est pas son deuxième but, c'est son deuxième but, t'es sûr? Je regarde. Je crois qu'ils sont. Là, 3e but. Troisième but en combien de matchs? Là, j'ai 17 sélections. Mais après, il faut regarder les titularisations. C'est déjà mieux que Thuram. Regarde, exactement. Et c'est peut-être Dembélé, je crois, il doit avoir peut-être 1 ou 2 buts de plus. Ouais, mais il a. Il a plus de sélections. Non, il a pas 5 buts Dembélé. Ah, il en a pas énormément, Dembélé. On va regarder. Ouais. Attends, mais je vais En vous fait, dire ça. Il y a un moment, Pavard, il avait autant de buts que Dembélé. Ouais, je vais avouer à tout le monde, j'ai pas regardé l'équipe de France pendant un long moment parce que c'était des purges. C'est sûr. Je sais pas si j'ai eu tort. Hein. C'est compliqué. Il a 7 buts 7 buts Dembélé en 57 sélections. Quoi? Ouais. Ah ouais. Un problème. Donc, Dembélé, c'est le deuxième attaquant de l'équipe de France. Donc, Après, c'est pas un buteur. donc Barcola, Dembélé, Barcola 3 buts en 17 sélections, c'est pas mal, les gars. Ouais, mais Dans je le pense. bon Alors, pays. moi, je fais quand même une petite parenthèse. Il y a quand même des choses à remettre en question. Après, en sélection, c'est ça. On marque beaucoup moins en sélection. Non, mais Dembélé, c'est pas un buteur. Barcola, ce sont pas des buteurs. Après, intrinsèquement, il y a aussi ce sont des ailiers. il y a aussi Ils vont Oui, c'est vrai. déséquilibrer. Ce sont pas des buteurs. Il y a aussi l'aspect où Mbappé aussi, il vampirise aussi beaucoup de buts. Mais de leur profil, c'est pas mais comme même en un. prenant en compte tout ça, les gars. Ouais, mais c'est pas des buteurs. Par contre, un Même en buteur prenant avec en qui compte tu tout fais ça. être sévère, un vrai buteur, ça sera Mbappé, ce sera Thuram, ce Ouais, sera c'est ça. Colomwani. Non, mais c'est Eux, vrai. Ce sont des vrais buteurs. Ce sont leur métier, c'est leur taf. Tu vois. Après, Et Dembélé, encore, c'est pas assez. Encore Après, Mbappé, tu un peux- vrai buteur, il a été. Après, Dembélé, c'est pas Dembélé, on assez. prend Ça la reste mieux, pas c'est assez. sûr. Voilà. On peut en tenir Après, mieux, Barcola, je te trouve hyper sévère. Il se met tranquille, quoi. Non, Et pareil, Désiré Doué, c'est pas un buteur. Hein. Mais combien de titularisations? T'imagines, même un gars qui joue à Lille, je dirais que c'est nul. Mais ça n'a Mais rien à non, mais le foot voir, de c'est de la club, sélection. le foot de c'est- club, c'est différent. Avec de la- le niveau Le foot de d'exigence. club, regarde, je vais te dire un Waouh. truc. Le foot de club et le foot de sélection, c'est différent. Ribéry, tu regardes le nombre de buts qu'il a en équipe de France, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Non. L'équipe de France, quand ils jouent les matchs, allez, les 3 quarts des matchs qu'ils jouent, c'est une équipe quand même qui domine les. Non, mais Barcola, sur 17 matchs, c'est combien de titulaires? C'est une équipe quand même qui a le ballon. On va arrêter, les gars. Là, quand ils jouent les éliminatoires de la Coupe du Monde, sur les 6 matchs qu'ils vont faire, 6 matchs, ils vont être les favoris. Les gars, en fait, Faut on peut arrêter pas de me comparer- dire on peut pas n'importe comparer quoi. les statistiques Les gars. de club comme si c'était en Oui, sélection. oui, c'est c'est totalement pas pareil. différent. Déjà, le temps de jeu, il est totalement différent. Les contextes, ils sont différents. C'est pas pareil. T'as pas Tu les veux mêmes qu'il marque à images. chaque match, Isma, ou c'est comment là? Et tu regardes Non, même à alors l'époque. ça, c'est les plus grands buteurs qui font ça. Les gars, voilà. à l'époque, On va pas exiger à ça l'époque de de tout le l'ancienne monde. génération, Mais les- au moins un but pour 2 matchs ou pour 3 matchs, tu vois. Au moins les Franck ça, tu Ribéry, vois. les- C'est- Est-ce que Barcola aujourd'hui les c'est un Malouda, titulaire en équipe de ils ont France? Ouais, pas non, mais ça, énormément de buts. après, il faut voir par rapport au temps de jeu, tu vois. C'est Ouais, ça aussi qu'il faut. Parce que ouais. Barcola, il a beaucoup fait des 10 Des- minutes, 20 voilà. minutes en fin de match. Voilà. Et du coup, c'est comptabilisé Voilà. comme une sélection, tu vois. Là, ce qui serait intéressant, c'est de voir son nombre de buts par rapport à son nombre de Voilà. titularisations. Non, par rapport au par temps de minute jeu. jouée. Par rapport au temps Par de rapport jeu. au temps de minute jeu. jouée, oui. Par rapport au temps de jeu, c'est ça qu'il faudrait voir. Mais c'est pas le débat d'aujourd'hui. Tu sais quoi, Yann, c'est physique par rapport aux Non, je ailiers? disais, tu regardes, tu Vas-y, fais hein. un constat des joueurs offensifs même d'il y a 10 ans en équipe de France, c'est très pauvre, que ce soit Nicolas Anelka, tous ces joueurs-là, en termes de buts, c'est très
très pauvres. Et c'est pas pour autant qu'ils ont été mauvais en équipe de France. Ah, mais Anelka, excuse-moi, il a pas marqué équipe de France. Non, il a pas marqué l'équipe de Non, France. pas Je veux du dire, tout. Il y a eu beaucoup d'histoires et tout. Franck Ribéry, tu regardes le nombre de buts qu'il a mis en équipe de France, c'est pas fou. Bah, Ouais, mais Ribéry, pareil, il a été appelé tardivement. Non, Attends, Ribéry, non, il a 23 ans. Non, il a été appelé à 23 ans. 23 ans. C'est tard, à 23 ans. Non, c'est pas tard, Isma. C'est pas tard. Mbappé, il a été appelé à quel âge? Ouais, mais c'est Mbappé, c'est pareil, là. c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Tu parles de buteur. Yanis. Mbappé, on parle d'un. Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. précoce. Vous parlez de buteur. Non, on parle de Mais buteur. Ribéry Frère, c'est pas des buteurs. Oui, mais c'est des joueurs voilà. offensifs. C'est pour te dire que tu peux pas comparer le nombre de buts comme si c'était en club. C'est ça que je veux dire. Et de base, après, il faut revenir aux sélections, mais si tu parles même il y a 20 ou 30 ans, 40 ans, les ailiers ne marquaient pas de buts. Et à la base, c'est pas son taf, l'ailier, de marquer 10 000 buts. Donc déjà, c'est pas son Après, taf. le de base. football, il a changé. Et le football a changé, maintenant on leur demande de marquer plus. En plus, tu rajoutes le contexte, comme dit Yanis, de l'équipe de France encore différent. Tu peux pas scorer tous les 3 matchs, quoi. Les gars, je pense qu'il y aura carton rouge pour l'équipe de France là, parce que là, Tchouaméni, ce qu'il a fait. La semelle sur je pense que l'équipe de tibia, France là. va finir à 10. Hein. Je vous l'annonce. Vous avez annoncé le penalty. Je vous annonce le rouge de Tchouaméni. Ah, il a touché le ballon, ça c'est pas forcément. Non, il touche. C'est rouge aussi, ça ou pas? Franchement, moi je fais le même tac. Je rigole. Attends. Non, franchement, je comprends Non, pas. le pied il est haut quand même. Ouais, Non, le il pied est au-dessus haut, du ballon. Mais comment il fait pour pas viser? Il voit pas? Non, Non, je sais pas, il voit pas le ballon. J'arrive pas à comprendre. Ouais, j'arrive pas à comprendre pour que son pied il est aussi haut. Non, normalement c'est un carton rouge. Non, Ouais, c'est il va dinguerie, avoir hein. rouge là. C'est... Après, peut-être qu'il bénéficie de le fait d'équipe de France. Hein. Ah non, Il va il a lui mis mettre le un rouge. jaune. Non, il a mis le jaune. Ah, Non, tu vois, non, il va prendra mettre la rouge, poche, il va mettre prendra la rouge. poche. Ah, mais pourquoi il sort les deux? Ah, il lui met un Non, jaune. il là. annule. Il lui met un jaune. Ouais, il C'est son annule. deuxième jaune. Non, il annule le jaune. Il annule le jaune pour mettre un rouge, ok. Ouais. C'est un rouge direct ou il avait. Non, il est pas de jaune. Non, il a avant. annulé le Il a jaune. annulé, ouais. C'est ça que je me Est-ce demandais. que c'est pas C'est pareil? dommage parce qu'ils faisaient un bon match, Tchouaméni. Ouais. Ah, il se remet bien là. Il a trop en cherché à équipe de attaquer France. là ces derniers Il se temps. met là. bien là. Ouais. Bon, Même peut-être le une match fin de match un peu plus épicée, peut-être. Là, avec une Bah, équipe de France à 10. Là, il y a encore des changements. Peut-être qu'il il peut bétonner derrière. C'est ce qu'il va faire. Il a pas assez fait de toute façon. Putain. Non, mais comment tu fais un tac comme ça? C'est le ballon, il est bas. Bon, bref, je sais pas. Ça arrive. Normalement, le ballon il est au sol en général. Oui. Ce serait bien que ton pied frôle le sol. Non mais bon. Bon, rouge pour l'équipe de France qui mène 2-1, mais qui va finir le match. en inférieur. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Non, je donne l'info, c'est tout. Calmez-vous, panique, les gars. Je pas de donne l'info, panique. c'est tout. Pas de panique. Je À la manière donne une de info. Samuel. Bah, moi je dis Aurélien. Ouais, c'est ça. Du coup, Manu Koné, j'ai envie de parler de. Bah, justement, Manu Koné, Tchouaméni, il sort. Manu Koné qui, moi, je trouve, et. Enfin, Yannis est peut-être d'accord avec moi. Moi, je trouve que depuis qu'il est en équipe de France. Non, parce Il que. cherche déjà de l'aide. Non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur ça. Il a raison. Moi, je trouve que en équipe de France, il a raté aucun match, Manu Koné, depuis qu'il est dans le groupe. Que des bons matchs. C'est le gars sûr de Deschamps. Et je le trouve vraiment percutant. Alors, il a des défauts. Des fois, il a un peu tête baissée. Mais moi, je trouve que dans l'impact, en plus, c'est vraiment un joueur Deschamps compatible. Ouais, Manu Koné, bah. c'est vraiment le type de joueur que Deschamps aime beaucoup. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est un joueur que vous appréciez? Est-ce que vous le voyez titulaire à la place de Rabiot, clairement? Rabiot qui était le titulaire de Deschamps depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous pensez que Manu Koné peut prendre la place? Ouais, tu vois, moi je trouve qu'on est dans le même système que les joueurs offensifs. C'est que ça fait des années qu'on a des mecs en équipe de France, comme des Kamavinga, Zaïre Emery. Bon, Kamavinga, il est sorti du. Mais Kamavinga, ça fait des années qu'il est en équipe de France. On a un vivier de gars qui sont en équipe de France depuis un certain moment qui n'ont pas réussi à s'imposer dans le 11 de départ. On avait trouvé plus ou moins un système à la Coupe du Monde avec le milieu à 3 et Rabiot, Griezmann et Tchouaméni. Tchouaméni est resté, on va dire, vraiment, mais Rabiot, il commence à prendre un peu plus d'âge et même les problèmes extrasportifs aussi rentrent peut-être en jeu. Griezmann est parti. Maintenant, il y a, à la base, ça aurait peut-être dû être Kamavinga qui prend réellement la relève. Il ne l'a pas forcément fait. Zaïre Emery, on y a pensé, mais il a perdu du temps de jeu au PSG. Donc désormais, on va dire, il y a une place un peu vacante pour accompagner Tchouaméni au milieu de terrain. Manu Koné, là, il est en train clairement de très clairement à ce niveau-là. Ouais, moi je trouve qu'il est bon en équipe de France. Il a pas le temps, il a le profil vraiment que Didier Deschamps aime. Rabiot prend un peu plus d'âge et il est intéressant Rabiot en équipe de France, on va pas se mentir. Ouais, moi je me souviens de Rabiot, il a fait un très gros match contre l'Italie, match en Italie, il a été excellent. Vraiment, j'ai été bluffé. On peut pas le mettre de côté, mais Manu Koné a une vraie pièce à jouer, en tout cas pour rivaliser avec Rabiot, on va dire, si on reste sur un système de double pivot. Parce que Kamavinga pas forcément toujours été à la hauteur de ce qu'on attendait. Non, c'est clair. Tu veux pas un double pivot Manu Koné Rongier?
Non. On voit un peu, tu vois. On ouvre un petit peu. Il se ma gueule là, par rapport à ce que j'ai dit sur Truffert, c'est ça? Non, même pas. D'accord, ok. Même pas. Ok. Pour le coup, même pas. Ok, je te retiens, Steven. Truffert, je soutiens. Il n'y a pas de souci. Ou pourquoi pas Manu Koné, André. Pourquoi pas. Et Rongier, mon gars, Rongier, il est là, hein, le gars. Je suis sûr qu'il. Vraiment des rares. Ça a de la casse lui aussi au milieu de terrain. Pourquoi pas Nzonzi, le rapatrié. Enzo, ça lui, laisse tomber. Nzonzi qui a re-signé à Stoke City. Ah ouais? Ouais, il a re-signé à Stoke City. Isma, t'en penses quoi de Manu Koné? Si t'as un avis, si t'as rien à dire. Ok, merci Isma. Merci Isma. Non mais je sais. Non, je connais Isma. Non mais je connais. Ça c'est pas le style de joueur vraiment. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ah mais c'est intéressant, tu mettrais qui pour accompagner Tchouaméni? Rongier, mon gars. Non mais je voudrais son avis. Je mettrais Valentin Rongier. Je mettrais Valentin Rongier. Non mais avec le vivier qu'a l'équipe de France au milieu de terrain. C'est vrai ça. C'est vrai qu'on en manque de milieu de terrain qui a le ballon quoi. Donc franchement je n'ai aucune idée. Personne. Guendouzi. Non. Bah après, c'est vrai que plus tard on pourrait dire parce qu'il a pas encore choisi sa sélection, Boadi. D'ici 1 ou 2 ans, on sait pas. Vous voulez me faire parler en fait. Boadi n'a pas encore choisi sa sélection. Vous voulez me faire parler sur ce sujet. C'est vrai. Ils vont me chercher. Les mecs sont en train de m'arracher là. Ah bah oui. Non, on est orphelin du duo Pogba-Kanté. On l'a jamais réellement remplacé. Et le retour de Pogba. Non mais les gars, c'est... Ah oui, c'est vrai, Pogba. Pogba d'ici décembre. C'est clair, en plus dans l'ambiance, il prend ambiance, il fait des chansons et tout maintenant. Donc il pourra ramener un peu le. Sois sérieux. Après, faut suivre ce que fait N'Golo Kanté. Attention l'Islande. J'avoue, j'ai pas su ce que fait. Ouais, mais le truc, moi, tu parles de Boadi. Moi, je voudrais un profil un peu plus offensif. Mais je parle pour l'après Zidane. Pour l'après. Si tu mettrais un Manu Koné un peu plus sur le côté avec Rabiot, tu les mettrais plus sur le banc. Moi, je voudrais quelqu'un un peu plus d'offensif pour accompagner Tchouaméni. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui se projette un peu plus vers l'avant, qui a un peu plus de justesse technique. Ah, Tchouaméni, je le mettrais à la place de Koné. Boadi, mon gars. Après. Franchement, je pense qu'à mon avis, je parle bien pour l'après. Hein. Là, pour maintenant, je pense qu'il y a déjà son groupe. Mais je pense qu'il y a certains jeunes qui peuvent effectivement aller au milieu de terrain et qui sont pas mauvais. Est-ce que vous pensez à des mecs un peu des petits jeunes au milieu de terrain? Oh, c'est bien là. Moi, j'aime bien. Lance à gauche. Voilà. Bien joué. Frappe. Non, c'était pas le jeu, fallait jouer à gauche. Mais c'est trop tard, parce que il s'est emmené 3 joueurs sans solution. Tu penserais à qui moi, franchement, j'aime bien le profil de Djawi Cissé à Rennes. Après, je sais pas s'il est pour l'équipe de France. Il joue en espoir, il était pas mal. Ah oui, il joue en espoir. Attends, il faut déjà qu'il récupère une place de titulaire à Rennes, parce que là, il est pas titulaire. Exactement. Là, c'est Fofana Rongier. C'est ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce profil-là au milieu de terrain. Après, effectivement, voilà, c'est des joueurs qui doivent encore arriver à maturité, mais c'est des bons profils. Il y avait le mec qui est parti en Arabie Saoudite qui aurait pu être bien. Milo, il aurait pu être intéressant. Mio, un milieu de terrain avec le. Mais lui, c'est un peu plus haut. Lui, c'est plus un milieu offensif. Et puis, ils peuvent pas jouer à deux, tu vois, Mini et Rabiot. Bah si, c'était ça de base. C'était ça de base, mais là, Manu Koné, il est en train de. On sent que là, il est. Alors, est-ce qu'il profite du fait que Rabiot soit en difficulté là et qui ait connu des difficultés avec son club et que il n'est pas forcément le rythme pour là il a fait les 2 matchs sur le banc, Rabiot là. Qu'est-ce qu'il apporte de plus, Manu Koné, par rapport à Tchouaméni, Rabiot? Un peu plus d'impact physique. Là, à l'image du ballon, regarde l'action de Mbappé qui gratte le ballon. Ok, donc récupération de balle. Voilà. Et ce qui est intéressant, il y a une petite complémentarité parce que Tchouaméni, il a un très bon jeu long. On va dire c'est un peu plus lui qui va envoyer la verticalité dans le jeu et Manu Koné qui va un peu faire le sale. Pour moi, si tu me dis ça, pour moi, Manu Koné doit avoir sa place contre des équipes où on n'aura pas la balle. Tu vois ce que je veux dire? Il faut adapter l'équipe par rapport à ce que tu as en face. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est ce que Deschamps ne fera jamais. Mais Tchouaméni et Rabiot, tu les mets. Quand tu joues contre l'Islande, dès le départ, tu mets pas Manu Koné, tu mets Tchouaméni Rabiot, tu sais que tu vas avoir la balle. Il faut des joueurs de ballon. Après, Manu Koné, c'est pas un bourrin. Hein. Non, mais c'est pas ça. Mais oui, j'ai capté. J'ai capté. Contre l'Espagne, je mettrais Manu Koné, tu vois, parce que eux, dans le milieu de terrain, ils sont athlétiquement, ils sont peut-être moins pourvus que nous, tu vois. Ouais, je vois. On va changer de sujet. Bon, on va continuer à faire le fil rouge de l'équipe de France, bien évidemment. On a fait 1 heure sur l'équipe de France. Ah ouais. On a fait 1 heure sur l'équipe de France. Ah oui, ça. Tu vois, Steven, tu vois. Toi qui on a fait 1 heure sans les Bleus. Ouais. Pourquoi incroyable. J'ai rien dit moi. Il a rien dit, mais j'avais envie de. J'ai rien dit. J'avais envie de le pointer du doigt. C'était gratuit.
gratuit. Éliminatoire. Donc là, on va enchaîner sur un débat un peu plus large sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, zone Europe. Voilà. Est-ce que ça vaut encore le coup ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir peut-être à changer le format et peut-être à, je sais pas, à exempter les grandes nations ? J'en sais rien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez déjà des éliminatoires ? Est-ce que ça vous hype toujours ? Moi, franchement, je trouve que c'est un peu dur vis-à-vis des très grosses sélections et des joueurs des grosses sélections de devoir jouer aussi ces matchs-là qui sont décisifs en 3 mois, alors que quelques mois auparavant, ils ont joué une Ligue des Nations qui leur a permis de remporter un trophée. Et je pense que la Ligue des Nations devrait être plus importante pour compter dans les éliminatoires à la Coupe du Monde. Un peu hors jeu, non ? Peut-être. C'était bien joué par contre. Pardon. Mais je disais du coup, je pense que la Ligue des Nations devrait plus compter en fait dans les éliminatoires à la Coupe du Monde quand c'est une année de Coupe du Monde. Ouais. Enfin, avant la Ligue des Nations, l'année avant la Coupe du Monde. Ouais, je suis Parce d'accord que là, avec en fait, les grosses nations, les premiers groupes des Ligues des Nations tout à l'heure qu'on a vu avec Steve, c'était France, Espagne, Allemagne, je crois que c'était le Portugal. Steven, pardon. Et ces grosses nations-là, ils ont que des joueurs qui jouent en Ligue des Champions, qui font énormément de matchs, qui font la Coupe du Monde des clubs. Et je pense que du coup, quand c'est une année de Coupe du Monde des clubs et une année où il y a la Ligue des Nations avant, il faudrait que être premier, ça te qualifie directement à la Coupe du Monde. Ça rendra plus compétitifs les éliminatoires européennes. Je suis complètement d'accord avec toi. Vous en pensez quoi ? Steven, tiens. Parce que je sais que toi, ça t'embête un peu, mais partage ton avis. Moi, je t'avoue, je les regarde jamais, les éliminatoires. Moi, j'attends juste quand il y a le tirage, la Coupe du Monde ou l'Euro. Le reste avant, c'est du blabla. Mais après, je vais être réaliste. Je pense que ça reste une histoire d'argent et d'audience. En fait, comme il y a aussi peu de matchs d'équipe de France ou peu importe l'équipe en Islande, je pense qu'il y a toujours l'audience. L'audience donc, qui fait que du coup, la formule ne changera pas, en tout cas pas de sitôt. Par contre, c'est après, on va dire, fille des audiences, effectivement, je trouve qu'on devrait mettre quelque chose de plus intéressant à regarder, quoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression de regarder... je sais pas, j'ai l'impression que chaque match, c'est un jubilé, le truc. Je vois pas d'intérêt, à part pour certains, mais j'ai l'impression que là... par exemple, là, je regarde le truc Islande, j'ai l'impression que c'est un match d'entraînement. Je vois pas d'intensité, je sais même pas s'ils prennent ça vraiment... je pense au sérieux, tu vois, ils s'appliquent. Quand même. Si, mais en fait, tu vois, je sais pas, même moi, je pense que je serais joueur, je pense que ça me ferait chier à un moment de jouer ces matchs-là, quoi. Ouais, franchement, tu vas taper Islande, ça. Au bout d'un moment, tu veux quand même avoir une certaine compétitivité, mais t'es obligé d'attendre de te qualifier à une Coupe du Monde. Et même la Coupe du Monde, il y aura 48 équipes, tu vas jouer plein d'équipes rincées. Donc tu dois attendre encore d'avoir des quarts de finale, des demi pour enfin dire je vais une compétition. Donc, Steven, il veut un football d'élitisme, on a compris. Non, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que en fait, si tu gagnes une équipe de France, t'as des joueurs, je pense, qui se font chier. Honnêtement, Mais non, mais je pense qu'ils se font chier. Dans ce genre de match, tu peux commencer à créer une animation de jeu. Je parle pas de ça, justement. Je parle pas de ça, je parle vraiment juste le joueur. Le joueur. Quand t'es joueur, à un moment donné, non, mais des fois, ça te fait du bien de jouer vraiment des vrais matchs où tu sais que tu vas être compétitif. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, mais la rareté de ces rendez-vous, c'est ça qui crée un peu cet engouement. Si chaque semaine t'aurais des gros matchs. Non, c'est pas chaque semaine, l'équipe de France c'est très rare. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, cette rareté, moi je trouve elle est intéressante. Non, mais par exemple, j'aurais kiffé dans ce groupe-là, par exemple, je sais pas, il y a un France-Allemagne. Bon, c'est pas grave, après tu mets. T'as la Ligue des Nations pour ça. Non, là, maintenant. Parce qu'au moins, moi, c'est intéressant. Tu sais pas. Parce que, je vais dire la vérité. Quand Désiré Doué et autres, ils posent leur sac, tu crois qu'ils savent pas qu'ils vont les plier, les équipes ? Franchement, quand ils en parlent, tu crois qu'ils les savent pas ? Non mais l'intérêt c'est pas de savoir si Désiré Doué il se fait kiffer. L'intérêt c'est de savoir qui va passer en... Mais tu le sais qui va passer Tu le sais déjà qui va passer C'est pas une surprise. Bah regarde, parfois t'as des surprises, t'as l'Italie, l'autre fois ils sont pas assez à se qualifier. T'as les bébés de Croatie, t'as des petites surprises de temps en temps. Mais t'es obligé de passer par ce genre de match. Non, en fait ce que je dis c'est que je veux te dire c'est... Enfin à mon sens, pour moi c'est pas intéressant, tu sais déjà. À la rigueur je me dirais que... Je me disais que les grosses nations elles sont déjà qualifiées et tu laisses jouer les autres. Bah non, à la rigueur, et les autres ils jouent un petit peu. Par exemple, mais pour moi, c'est à ça que sert la Ligue des Nations. Ouais, voilà, à la rigueur, les mecs ont fait la Ligue des Nations. Tu vois, t'as le groupe A. T'as le groupe A, ils ont plus besoin de jouer parce qu'ils sont qualifiés. Tu sais déjà que ces mecs-là ils sont trop forts. En fait, ce machin c'est inutile. Parce que je me dis, à la rigueur, je suis d'accord avec toi.
Les groupes A, là, ceux qui ont été champions d'un groupe A, ils sont déjà qualifiés, c'est pas grave. Ils sont forts, ils ont à faire des matchs entre eux. Pas toutes les équipes, je pense qu'il faudrait prendre les premiers ou le deuxième quand même. Ou les deux mais premiers. par exemple, la France n'a pas besoin de jouer les qualifications. Et à la rigueur, par contre, tu fais des groupes plus homogènes pour rendre ça plus intéressant. Et toi, tu dis, ouais, je vais regarder. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas envie de m'asseoir, me regarder des matchs où je sais que les mecs vont plier 6-7-0 ou 3-1. Et voilà. Là, il y a 2-1 là en l'occurrence. Oui, 2-1, mais tu sais que la France va passer. La France va être qualifiée. Tu t'as pas peur. Non mais Steven, on n'aurait jamais eu ce genre de truc. Imagine à l'époque en 2004, bon, peut-être j'abuse sur la comparaison, mais on n'aurait jamais eu de matchs comme France-Ukraine à l'époque où la France ont galéré à se qualifier, toutes ces choses-là. Chaque année, chaque saison, il y a toujours des grosses nations qui galèrent à se qualifier parfois. Ils ont galéré à se qualifier, mais ils se sont qualifiés. Ça rend pas plus intéressant les éliminatoires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que si je veux poser mon cul devant, c'est que ce soit un challenger. Mais là, en fait, tu veux uniquement des grosses affiches, en gros. Non, même que ce soit homogène. Même que ce soit homogène. Moi qui n'ai pas l'équipe de France et qui est des équipes plus homogènes, même ça m'intéresse. Je me dis, bah là, ok, à la rigueur, je sais. Mais là, je sais que c'est tellement déséquilibré que je vois pas l'intérêt. Mais après, comme je te dis, étant donné que les gens vont quand même regarder, parce que l'équipe de France, c'est très rare. Donc en termes d'audience, t'exploses les chiffres. Donc finalement, bah oui, quand tu finances, tu dis, bah le produit, il plaît. Donc c'est pour ça que je dis que ça changera pas. Mais d'un point de vue sportif, c'est pour ça que je trouve ça ennuyant, quoi. Ça m'ennuie. C'est pour ça que j'attends en fait la Coupe du Monde. Enfin, quand ça commencera, quoi. Quand ça commencera avec les mêmes équipes. Et bien sûr, les mêmes équipes qui gagneront aussi la Coupe du Monde. De toute façon, je pense qu'à l'avenir, les éliminatoires n'existeront plus. Il y aura juste une Coupe du Monde avec toutes les équipes qui seront déjà qualifiées. Intergalactique, et le format, il va durer 1 an. 1 an. Et voilà, et tous les matchs, ils vaudront je sais pas combien de milliards d'euros. Et voilà, c'est ce qui va se passer, c'est tout. Bah là, mais là aussi, ça va être naf. À chaque fois, ils augmentent le nombre d'équipes par compétition. Bah, ils ont plutôt augmenté le niveau. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'éliminatoires. Là, déjà, les groupes en Europe, c'est le continent où il y a le plus d'équipes, c'est des groupes de 4. Mais de toute façon, plus t'augmentes le nombre d'équipes, plus le niveau il baisse. Donc ça c'est. Oui, ça c'est forcément plus t'augmentes, plus ça baisse le niveau. Mais même en France, en Europe, ils devraient réduire. En fait, même une Coupe du Monde à. Par exemple, une Coupe du Monde à 24, ça serait très bien. Hein. C'était le format. Initial, je crois. Initialement, c'était 8. Hein. En 94, après ça passe en 98. Là, initialement, là, t'es parti en noir et blanc là. Mais t'as un niveau de fou, hein. Tu dis ça, mais tu peux réduire. Mais en 94, c'était 24. Après, en 98, c'est passé à 32. Ouais, c'est ça. 24, c'est très bien, 24 équipes. Hein. Et après, équipes, là, du coup, là, t'as un niveau, t'essaies d'avoir les trucs, t'as un très bon niveau, mais là, t'as trop d'équipes. Tu as trop d'équipes. C'est l'argent. Eh oui, c'est comme ça, c'est l'aspect pécunier, hélas, voilà. À mon sens, après. Non, mais c'est la vérité. Même, hein. C'est la vérité. C'est la vérité. En Afrique, peut-être c'est le prochain sujet. Ouais, on va enchaîner là avec l'Afrique. T'as des groupes de 6 équipes. C'est ça, des groupes de 6 ou parfois 7, je crois. Ouais, mais là 6 ou 5, et t'en as que un qui passe. Ouais, mais là, ça peut plus disputer. Bon, mais si tu peux avoir une ou deux équipes décrochées, mais de toute façon, il y a quand même un peu plus d'enjeux. Et le deuxième, il joue des barrages avec un autre continent, je sais plus lequel. Ouais, déjà, il faut que les 4 équipes, les 4 meilleures deuxièmes de la zone Afrique jouent entre elles pour déterminer celui qui va jouer le barrage. Et ensuite, derrière, le vainqueur de ce mini-tournoi affrontera une équipe d'un autre continent. Oh là là. Okay. Donc c'est un vrai bourbier. Hein, voilà. Tu finis au barrage quoi. Attention, Mike Maignan. Faut carter le ballon. On a dit on ne commente pas. Oui, c'est vrai. Pardon. Je sais que c'est dur là. 84e minute. Ouais, c'est chaud là. Mais pour l'Afrique, oui, du coup, moi j'ai pas suivi spécifiquement. Mais pour l'Afrique, là, j'essaie de voir. Ouais, on va appeler Salim là. On va appeler Salim. Je sais pas ce qu'a fait le Cameroun. Le Cameroun a perdu contre le Cap-Vert. Cap-Vert, c'est l'équipe. Et toi, si on suit ton raisonnement, on n'aurait jamais eu ce genre de truc parce que le Cap-Vert ne vaut rien. Mais non, le Cap-Vert, ça c'est ces dernières années, le Cap-Vert, ça commence. Oui, mais comment le Cap-Vert s'est développé? C'est en jouant justement contre des grosses nations. L'argent. Mon gars, si t'as pas d'argent, tu développes pas. On a Salim au téléphone avec nous. Salut Salim. Je suis pas sûr qu'il y ait de l'argent là-bas. Salut les gars. Comment tu vas? Ça va. Ouh. Ouais, du coup, Salim, on est avec toi pour parler du foot africain et notamment de ton équipe, le Mali. Comme je te l'ai dit en privé, quand il n'y a plus les Comores, il n'y a plus personne. N'est-ce pas, Salim? On dirait bien, malheureusement. Ouais. Quelle déception quand même ce match face au Ghana. Énorme déception, franchement. En fait, comme j'ai dit dans mon débriefing sur le Mali, ça me donne même plus envie d'aller au Maroc en fait. Quand je vois ce qui est en train de devenir. T'es le bienvenu, Salim. Depuis quelques mois là, franchement, et tous les Maliens sont pareils, hein, franchement.
même à travers mes vidéos sur TikTok, quand je me rappelle de l'engouement qu'il y avait il y a un an et demi, et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Ouais. Cette équipe a été totalement détruite de l'intérieur par la fédération, qui est amplement responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a plus d'équipe, en fait. En fait, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jeu, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc voilà, donc on en est là, et donc on en est avec des matchs, oui, ok, tu bats les Comores, c'était bien marrant, mais dès que le niveau il monte un petit peu, et qu'il faut tactiquement préparer quelque chose de plus consistant, ben il n'y a rien. C'est tout. Et donc du coup, tu perds ce match contre un Ghana qui n'est que l'ombre du grand Ghana, quoi. C'est clair. Il n'est pas du tout un Ghana hyper impressionnant, mais voilà, quoi. Ils ont une occasion un petit peu hasardeuse, ils marquent le but, et puis voilà. Et derrière, il n'y a rien, il n'y a aucune réaction, il n'y a rien. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au rôle de la fédération sur justement les difficultés que rencontre l'équipe nationale? Bien sûr, alors on va détailler ce qui s'est passé alors que l'équipe de France vient de prendre un but, je crois. Oh, on est en retard. L'équipe de France vient de se faire égaliser. On est en retard, on est en retard, on est en retard. Ah bah je croyais que Steven, je croyais que c'était dans la poche. Normalement, c'est le réalisme glacial. Ouais, c'est ça. Très bizarre Mike Maignan sur ce but, hein. Très bizarre. C'est des fautes professionnelles. Lucas Chevalier partir. Ah ouais. Et bref, du coup, donc pour parler de la fédération, malienne, en fait, le problème c'est quoi? C'est que déjà, de base, le président de la fédération malienne, qui s'appelle Monsieur Badiou, si je ne me trompe pas, c'est Ralston. Il est incarcéré. Oui. Déjà, ça, c'est une folie. Ah incarcéré? Oh là là. Il est en prison. Oui, il est en prison. Ouais. Le mec, il est en prison. Et il est toujours officiellement président de la fédération malienne. Ouais, donc ça, déjà, c'est une anomalie. Je comprends pas comment c'est possible. Donc, comment la FIFA a laissé passer ça, c'est bizarre. Voilà. Donc ça, c'est une première information. Ensuite, la fédération malienne. Donc, à la base, Eric Schell, il y a quelques années, il a été nommé entraîneur du Mali. Ça se passait plutôt bien pour lui là, en termes de résultats. Mais il faut savoir que Eric Schell, quand il était à la tête de la sélection malienne, il n'était pas payé. Ah oui, d'accord. Ah, c'était du bénévolat, quoi. C'était du bénévolat. Il n'était pas payé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était en attente de ses salaires, mais il ne les a jamais eu, ces salaires. Donc voilà, deuxième problème. Il y avait énormément de problèmes d'organisation, c'est-à-dire quand il fallait faire des déplacements, des fois les joueurs ils devaient prendre leur voiture personnelle pour aller de Bamako à je sais pas où, à l'aéroport, et ensuite ils prenaient des compagnies low cost, donc il y avait plein de problèmes de déplacement en Afrique en interne. Du coup ça usait déjà mentalement les joueurs quand il y avait des rassemblements internationaux, et il y avait plein de petits problèmes comme ça. On savait déjà que la fédération travaillait mal, on savait que voilà, c'était un peu le cliché de fédérations africaines qui mangent l'argent des subventions, qui ne font pas d'efforts, etc. Il y a faute peut-être, c'est ça. Avec Eric Schell, ça allait. Au niveau des résultats, ça allait. Et là, on se fait éliminer par la Côte d'Ivoire, on va pas revenir dessus, à la CAN, en quart de finale. Ça se passe plutôt correct, même s'il y avait la déception de l'élimination, mais l'équipe tournait plutôt pas mal. Ça laissait de l'espoir. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a recommencé la phase de qualification à la Coupe du Monde, avec, comme je disais, les problèmes de gestion de la fédération, jusqu'à ce que les joueurs en ont eu marre. Et il y a eu un match nul à Madagascar 0-0. Donc là, c'était avec Eric Schell, juste après une défaite du Ghana. Donc le match aller contre le Ghana, c'était encore avec Eric Schell. Défaite dans les dernières minutes, alors qu'on menait 1-0 à domicile. Et après, match nul à Madagascar. Et en fait, on s'est rendu compte que pendant le trajet, les joueurs ils ont dû faire je ne sais combien de vols. Bref, il y a eu des problèmes. Et c'est là où Amari Traoré, le capitaine, il a officiellement dit que lui, tant que cette fédération ne démissionnait pas, il viendrait plus. En gros, il a mis un coup de pression. Il y a une partie des joueurs de l'effectif qui l'ont suivi. Et là, en fait, ce qu'a fait la fédération, c'est que après le match nul à Madagascar, ils ont viré l'entraîneur, donc Eric Schell. Et ils ont viré jusqu'à nouvel ordre Amari Traoré, capitaine de l'équipe, donc qui même jusqu'à aujourd'hui n'est pas revenu. Donc ils ont viré jusqu'à nouvel ordre et ils ont donné le brassard à Bissouma,
Alors que Bissouma, dans le vestiaire, il était un peu contesté pour son comportement. Ah ouais, d'accord. Donc, du coup, ça a créé une cassure dans le vestiaire. Il y a des joueurs qui viennent plus. Sinayoko, il est revenu, mais pendant un moment, il ne venait plus. Donc, en fait, il y a eu vraiment une cassure par rapport à cette gestion de la fédération au Mali. Et petit à petit, en fait, ça a causé la perte jusqu'à ce qu'il nomme un coach. Tom Saint-Fiet, le mec, il sort de nulle part. Ah oui, il a fait le tour du monde, lui. Ouais, il a entraîné la Gambie, ouais. 36 nations dans sa vie avant d'entraîner la Gambie. Il a fait vraiment le tour du monde. Il a entraîné en Asie, en Amérique du Sud, au fin fond de je ne sais quoi, dans des championnats champêtres. Et à chaque fois, tu vois qu'il reste 4 mois là-bas, 3 semaines là-bas, 6 mois là-bas, 1 an là-bas, etc. Avec le Gambie. Donc en fait, c'est clairement un mercenaire. C'est un mec qui est là pour faire le tour du monde. Voilà, c'est pas un mec qui est là sur le long terme. Et c'est un mec qui a 0 CV. Et tu prends ce mec et tu vires Eric Chelle pour mettre ce mec-là. Et en plus, ce mec-là, tactiquement, parce que moi je me rappelle de la Gambie, tactiquement, c'est on joue en bloc bas et contre-attaque. Voilà, il n'y a rien en fait dans le jeu. Alors que le Mali, c'était une équipe de base qui développait un jeu collectif. Il y avait un certain jeu quand même qui était installé, même si dans la finition, c'était pas toujours ça. Mais là, même le jeu collectif, il n'existe plus. Il y a des joueurs comme Aïdara, on ne sait pas pourquoi ils ne sont pas appelés. Il y a des joueurs comme El Bilal Touré. En fait, on ne sait pas comment l'équipe tourne. C'est le bordel. La fédération continue à mettre des grands objectifs. Se qualifier pour la Coupe du Monde, gagner la CAN, etc. Malgré que on dirait qu'ils sont totalement déconnectés de ce qu'ils font par rapport à leurs objectifs. Donc du coup, ce qui fait que ce qui souffre, c'est les Maliens, c'est nous, c'est les supporters, qui essayent de soutenir, qui essayent d'être là, mais au final, l'engouement autour du Mali, il est en train de s'effondrer. Les gens, ils deviennent fatalistes maintenant, ils se disent que voilà, ça sert plus à rien d'être à fond derrière le Mali, parce que tu sais que tu vas être déçu et tu vois comment ça travaille la fédération. Et au final, il y a 1 an, tu pouvais quand même continuer avec Eric Chelle et à la limite, au moins, tu avais un coach et des joueurs qui étaient concernés. Et là, même ça, tu l'as perdu. Donc là, le futur proche pour l'instant du football malien, il est très, très inquiétant. Très inquiétant. Non, mais c'est un constat et un tableau que tu tires qui est assez alarmant. Du coup, bon, c'est la première place, c'est terminé pour le Mali. Il reste encore une possibilité de finir dans les meilleurs deuxièmes. Là, c'est quoi la suite là pour le Mali? Bon, il y a une CAN au mois de décembre. Est-ce que vraiment là le Mali est dans des bonnes dispositions pour performer à t'entendre? J'ai pas l'impression. Hein. Pas du tout. Là, franchement, aujourd'hui, déjà si on va à la CAN avec cet entraîneur-là, je donne pas cher de la peau du Mali. Peut-être passer premier tour parce que maintenant on passe avec des meilleurs troisièmes. Allez, ça sera peut-être jouable. Et après, voilà, moi, je donne pas cher de la peau du Mali. Je les vois pas plus loin qu'en 8e de finale. Malheureusement, là, en fait, il y a plus de collectif, en fait. C'est ça. Et c'est ce qu'il y avait au Mali pendant ces dernières années. On avait retrouvé un collectif intéressant. Il y a plus de collectif. Donc après, on sait qu'en Afrique, c'est très aléatoire. Parfois, tu peux avoir un peu de réussite. Voilà, tu peux passer 2-3 tours comme ça avec un peu de réussite. Mais franchement, moi, je ne mise pas. Et même, on a perdu l'engouement, en fait, autour de cette équipe. Et franchement, je te dis la vérité, non, là, franchement, aujourd'hui, le Mali, c'est compliqué. Non, c'est compliqué. Ouais. Vas-y. Isma avait une petite question, une petite remarque pour toi. Salut Salim, ça va? Tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquillement. Je voulais savoir par rapport au Mali, parce qu'on sait que dans les compétitions de jeunes, le Mali a beaucoup performé dans les CAN, dans les sélections de jeunes et tout. S'il y avait des jeunes à découvrir ou s'ils avaient leur chance, même s'il y a des problèmes d'ingérence, on a compris de ce que tu nous as expliqué depuis tout à l'heure, malheureusement. Mais qu'on pourrait découvrir à la prochaine CAN, puisque normalement, je pense que le Mali est qualifié. Effectivement, le Mali encore là dans les compétitions, c'était la Coupe du Monde du 17, si je ne me trompe pas, et était allé jusqu'en demi-finale, si je ne me trompe pas, ou en finale, j'ai un petit peu oublié. Mais le jeune, donc les jeunes à suivre, du coup, tu as quand même Seydou Dembélé, qui a 18 ans. Bon, je ne pense pas qu'il sera sélectionné dans l'équipe A, parce qu'il est encore tout jeune, il manque encore un peu de bouteille. Voilà, donc on va dire c'est la pépite actuelle. Et après, tu as Ibrahim Diarra,
qui est à Barcelone. Lui, par contre, qui est un joueur sur lequel le Mali mise. Malheureusement, il s'est blessé pendant la préparation avec Barcelone, donc il n'a pas pu avoir du temps de jeu avec l'équipe première en préparation. Lui, il avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U17 aussi il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans, ouais, c'est ça. Et du coup, là, il est sur ses 19 ans, donc là, c'est un joueur à suivre au Mali. On va voir comment il va revenir de sa blessure et comment s'il va pouvoir gratter un peu de temps de jeu avec le Barça. Du coup, oui, c'est plus sur Ibrahim Diarra qu'on mise au Mali. Le Mali continue à produire des joueurs, des jeunes joueurs. C'est après en fait les structures quand ils arrivent au niveau qu'il n'y a pas pour justement les accompagner et pour en sélection vraiment performer. Et c'est un peu dommage. Mais sinon, il y a encore des joueurs. Ouais, il y a des jeunes joueurs qui sont là qui pourront peut-être, on espère en tout cas, se révéler d'ici la CAN au Maroc. Ouais. Pour terminer, Salim, là il reste quand même 2 matchs pour conclure cette phase d'éliminatoire à la Coupe du Monde. Est-ce que toi, tu es dans un état d'esprit où, de toute façon, ces 2 matchs ils comptent pas et allez, on passe à autre chose, ou tu as quand même un petit espoir quand même d'aller chercher ce barrage? Non, franchement, j'ai souvent eu de l'espoir avec le Mali. Et j'ai souvent été déçu, mais parce qu'il y avait quand même des choses. Mais là, non, franchement, là, le match que j'ai vu contre le Ghana, en termes même d'état d'esprit, parce que des fois, tu as des équipes, ils jouent pas bien, mais comme ils arrivent quand même à gagner, ils arrivent quand même à faire quelque chose, à s'arracher, avoir des valeurs pour se battre quand même. Bon, allez, on n'a pas de jeu collectif, mais même ça, il n'y a pas. Ça, là, on sent que la cassure, elle est vraiment profonde. Après, peut-être que d'ici la CAN, s'il change d'entraîneur, parce que là, je pense qu'avec cet entraîneur, je ne pourrai rien faire. S'il change d'entraîneur, peut-être que il y aura peut-être une dynamique qui va redémarrer. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, en état actuel des choses, les 2 derniers matchs de qualification, moi, franchement, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va être anecdotique, ça va être rapidement réglé. Ouais. Je pense pas que le Mali va pouvoir, malheureusement, lutter encore pour espérer un barrage miraculeux qui est en plus très compliqué après derrière à jouer. Ouais, c'est galère. Après, c'est vraiment bourbier. C'est un parcours du combat. Ouais, non, c'est bourbier parce que tu dois gagner parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Ensuite, derrière, jouer contre un autre continent. Oh là là. C'est très difficile, je confirme. Je pense que c'est une galère sans nom. Bon, merci Salim en tout cas. Et puis comme ça, on sera 2 à pas aller à la Coupe du Monde, Salim. Ouais, c'est ça. C'est ça. On regardera. C'est ça. On supportera l'équipe de France comme d'habitude. Pour changer. Non. Bon, merci Salim et on se dit à très vite. Et suivez-le sur TikTok, l'homme aux 300 000 abonnés, je le répète. Monsieur Salim. Allez, passe une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Yes, ciao. Bonne soirée, ciao. Salut Yacine. Ouais, c'est vrai que les Comores n'ira pas à la Coupe du Monde aussi. Bon, même si on s'est bien rattrapé, là, on a battu la République centrafricaine, là. On a gagné 2-0. C'est vrai ? Donc techniquement, on a encore une chance. C'est vrai, parfois, tu regardes les matchs des Comores ? Là, j'ai pas pu regarder le match. Parfois, tu regardes ? Oui, je regarde. Mais si je peux, je regarde. Et le niveau, t'en penses quoi ? Écoute, on est sur une très bonne dynamique. Après, il y a des problèmes d'ingérence à la Fédé, c'est n'importe quoi. Ah ouais, vous aussi ? Mais ouais, c'est une galère sans nom. Mais en tout cas, sur le terrain, t'as une équipe quand même qui est en progression depuis plus de 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il y a eu une refonte de l'équipe nationale. Il y a eu des choses qui ont été faites avec Amir Abdou, qui était le sélectionneur un peu historique. Il a fait un énorme travail, qui est ensuite parti en Mauritanie. Mais c'est un peu lui qui a été vraiment la pierre angulaire de ce nouveau projet en 2014. Okay. Avec ce match mythique à Martigues face au Burkina Faso avec Rof qui donne le coup d'envoi. C'est incroyable. Bref, grand moment. C'est qui maintenant le sélectionneur ? C'est Stefano Cousin, c'est un Italien qui a fait pas mal de pays en Afrique. Et donc oui, sur le terrain, t'as des... on s'est qualifié
pas facilement parce que c'est jamais facile, mais on a fini premier de notre groupe de qualif à la CAN devant la Tunisie. On a battu la Tunisie, on a pris 4 points sur 6 face à la Tunisie. Et la Tunisie qui s'est qualifiée pour le mondial, là. Donc c'est une sacrée performance pour nous. Au niveau des joueurs, on a notre meilleur joueur aujourd'hui, c'est Rafiki Saïd, qui a été l'un des meilleurs joueurs de Ligue 2 l'année dernière à 3 et qui a signé en D1 belge là cet été. T'as le capitaine historique Youssouf Mchangama qui avait mis ce coup franc incroyable contre le Cameroun en 8e de finale de la CAN. Ouais, il joue à 3 en Ligue 2. Ah, je pensais que il a une vraie carrière de Ligue 2. Non, il joue pas. Le capitaine, il a une vraie carrière en Ligue 2. Hein, Mchangama, ouais. Exactement. T'as Zeidou Youssouf, l'ancien joueur de Bordeaux et de Saint-Etienne, qui est au milieu de terrain. T'as Warmed Omari, passé par Rennes, passé par Lyon, qui aujourd'hui joue en Allemagne en Bundesliga, qui est en défense centrale. T'as Yannick Pandor, qui a été formé à Lens. Alors je sais plus il joue où là, mais bref, il a été formé à Lens. Et Miziane Maolida en attaque, ancien Lyonnais, ancien Niçois, qui est aujourd'hui en Arabie Saoudite, qui est à la pointe, sans oublier Faiz Selemani, qui pareil lui aussi a une petite carrière en Ligue 2 à Lorient, qui est passé par l'Arabie Saoudite et qui aujourd'hui joue au Qatar, dans le même club que Kipembe d'ailleurs. Voilà, au Qatar. Donc on a une équipe qui est assez bonne, assez correcte. On sent que le niveau il a quand même un peu il a augmenté aux joueurs que tu cites, exactement. Au nom des clubs par où ils sont passés. C'est ça. Un petit peu mieux que quelques années. C'est ça. Et donc l'équipe est en progression. Là avec ces éliminatoires de la CAN, pour la Coupe du Monde, on s'est donné les moyens d'être dans la discussion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Ghana, je pense, va finir. Ouais, franchement, le groupe, faut le dire. Vas-y. Le Ghana qu'on a battu en match d'ouverture, c'est la seule défaite du Ghana c'est contre nous, c'était lors de la première journée. Donc t'as le Ghana, t'as le Mali, t'as Madagascar, les Comores, la République centrafricaine et le Tchad. Madagascar qui a fait une bonne CAN aussi en 2019. Et aujourd'hui, l'équipe surprise de la compétition. C'est ça. Aujourd'hui, l'état du groupe, c'est que le Ghana est en tête avec 19 points et je pense va finir premier. T'as Madagascar en deuxième position à 16 points et les Comores troisième à 15 points. Voilà, et le Mali 4e, 12 points. Donc là il y a la deuxième place, elle se joue avec le Mali avec Madagascar. Avec Madagascar et le Mali aussi. Et le Mali qui peut être dans les deuxièmes. Et là, nos deux derniers matchs, c'est contre Madagascar et le Ghana. Donc là, ce qui aurait été parfait, c'était que le Mali et le Ghana fassent match nul. Et là, dans ce cas-là, si on gagnait nos deux matchs, on aurait été forcément qualifié pour la Coupe du Monde. Le Ghana sont pas encore qualifiés ? Non, parce qu'ils ont que 3 points d'avance sur Madagascar et il reste 2 matchs. Donc ils vont jouer quand même le coup contre eux. Oui, non. Là, le but, c'est de battre Madagascar parce qu'on joue d'abord Madagascar et ensuite, après, en plus, c'est au Ghana le match. Ça va être compliqué. Mais en tout cas, on s'est donné les moyens d'être dans la discussion, d'être dans la conversation et de ne pas être dans les équipes à 4-5 points. Là, quand même, on s'est donné les moyens. Moi, mon seul regret, c'est dans ces éliminatoires. Mon seul regret dans ces éliminatoires, c'est la gestion des matchs contre le Mali, parce que franchement, on a pris 2 fessées, 3-0, j'ai pas compris. Alors que le Mali, on le voit, ils sont pas du tout, ils sont pas du tout impressionnants. Mais sinon, on a fait le taf contre le Tchad, on a fait le taf contre la Centrafrique, on a battu le Ghana. Bon. À voir même ce que ça va donner. Je pense que c'est d'abord de faire le taf contre les équipes qui sont à notre plus faibles, portée, parce que t'en auras encore de toute façon dans les prochaines zones de qualification. Ouais. Et après, faire des exploits contre les grosses nations comme le Ghana ou le Mali, qui sont censés être normalement au-dessus de vous. Voilà, ça va rester exceptionnel, mais après le but c'est de pouvoir être dans le débat, comme tu as dit. Exactement, et d'enchaîner avec les qualifs à la CAN, parce que c'est vraiment ça le vecteur, c'est faire des Coupes d'Afrique des Nations tous les 2 ans. Être là, toujours dans les 24, être toujours présent, et on sera à la CAN, donc ça fait plaisir. Bon, on jouera même le match d'ouverture contre... Je regarde ça de loin, moi, je regarde ça un peu de loin. Je vois le regard vide. Je regarde un peu ça de loin. Non, c'est pas des grosses nations, ça m'intéresse pas. Non. Ah oui, c'est vrai. Déjà, les petites nations en Europe, ça t'intéresse pas. Alors, en Afrique, les Comores, c'est terminé. Non, par contre, il y avait un truc qui était intéressant. Je pose la question, c'est qu'on en avait parlé, mais il n'y avait pas l'idée justement de faire une CAN tous les 3 ou 4 ans.
Parce que, enfin, ça avait été évoqué, je sais, sur Talk Foot. Je sais pas si depuis vous avez des infos ou pas là-dessus. Moi, pas du tout. J'en ai pas. Ça pourrait être intéressant. Je pense que le débat existait à un moment donné, mais j'ai pas de. Après, on le sait, c'est pour les 2 ans. C'est pour des raisons économiques. Ah oui, évidemment. C'est pour des raisons économiques que ça se fait tous les 2 ans et pas tous les 4 ans comme l'Euro ou d'autres compétitions. Donc, ouais, c'est un débat. Mais en tout cas, voilà pour les Comores. On jouera d'ailleurs match d'ouverture contre le Maroc. J'ai peur. Je regarde un peu quand même, parce que comme je suis comorien. Genre, la pression. La pression. Je suis ça un peu. Il m'a donné des petites billes. Là. Ouais, exactement. Et t'as jeté un paquet de billes là. Il a pris des notes, c'est bien. C'est ça. Voilà pour les Comores. Du coup, Ismaël, Maroc, sans faute. Hein. Première équipe officiellement qualifiée. Ouais. Écoute, ça fait plaisir de enfin voir, je pense, une phase de qualification. J'avais pas vu ça depuis très longtemps. Tous les matchs qu'on joue, on les gagne. Ouais. Donc ça, c'est en termes de résultats. La satisfaction aussi, c'est de voir qu'on a plusieurs solutions pour gagner des matchs. On les gagne pas toujours de la même manière, comme on l'a eu parfois à une autre grande époque, comme au début des années 2000, par exemple. Là, franchement, même là, contre la Zambie, par exemple, on a gagné 2-0, mais c'était la Zambie qui avait la possession de la balle. Ça rappelait un peu la Coupe du Monde, quand on jouait contre des plus grosses nations, avec Enesiri en pointe et un premier but de Raccro, et puis Igaman. Et Igaman, c'est la satisfaction. On a, en fait, le seul point de recherche dans l'équipe, en fait, c'est le buteur. On cherche vraiment un buteur parce qu'Enesiri, c'est pas suffisant. Et Gaman, c'est pas mal. Et Gaman, là, c'est vraiment pas mal. Lui, je le sens bien, lui. Le premier but qu'il met, c'est vraiment un but où il a le flair, il sent le ballon aérien et il met la tête. Je le connaissais pas trop de la tête. Et là, le deuxième but qu'il met, il est sublime. Il n'est pas du tout en position de frappe. Il met une reprise de volée sans rebond dans le petit filet. Bon, après, le gardien n'est pas de tout reproche aussi, mais... on a l'habitude avec les matchs africains, malheureusement. Faut la tenter. Faut oser, faut la tenter. Et on a besoin en fait d'attaquants comme ça qui tentent, qui sont pas toujours dans le calcul de vouloir jouer collectif, de vouloir jouer le dribble, de vouloir faire des passes compliquées. On a besoin de mecs instinctifs comme ça. Et on a un peu un manque devant. Alors l'avantage, c'est qu'Audrey Gragui, en termes de connaissance de joueurs marocains, là on est pas mal parce que il appelle à chaque fois des nouveaux joueurs, à chaque fois il fait l'effort de ramener une nouvelle animation, de ramener de nouveaux. Là on a eu le nouvel appelant, c'était El Ainaoui qui jouait à Lens l'année dernière et qui a été appelé à la Roma. Et on n'a pas trop vu la différence. Il s'est très bien inclus dans le collectif, il a apporté sa touche. Alors après il n'a pas explosé non plus les radars, mais c'est difficile. Il joue dans un milieu de terrain avec Saïbari et Amrabat, des joueurs qui sont très talentueux aussi. Donc voilà, à chaque trêve hivernale, enfin à chaque trêve internationale, pardon, il appelle des nouveaux éléments et au final ça concerne un groupe de, je pense qu'on doit être à une 35 joueurs qui sont concernés quoi. Donc en cas de blessure et tout, comme il nous arrive à la Coupe du Monde, en fin de Coupe du Monde où on avait que des blessés surtout en défense, on pourrait peut-être pallier à ce manque. Du coup pour toi le souci au Maroc c'est la pointe de l'attaque, c'est ça? Pour moi le souci c'est le buteur, le serial buteur. Et t'avais du coup là c'est peut-être Igaman, il est encore Igaman, mais le Kahabi aussi pour moi il a toujours sa mais touche à peut-être je suis déconnecté, mais t'avais le mec qui joue en Arabie Saoudite, j'ai oublié comment il s'appelle. Il était intéressant. Amdallah. Il est plus appelé du tout lui. Non, il un peu vieux là. Il y a trop de concurrence pour qu'il soit appelé. Et en Arabie Saoudite, il est un peu moins en forme aussi. Il y avait une période où il battait des records, une période où il marquait à chaque match et tout. Là, il joue un petit peu moins. D'ailleurs, c'est Benzema, on va dire, qui l'a mis dans la difficulté, qui l'a sauté. Être en concurrence avec le Ballon d'Or, qu'est-ce que tu veux faire après c'est compliqué quoi. Et même à Lille, tu penses qu'il peut faire quelque chose en pointe Ouais, je pense que c'est un joueur vraiment physique, athlétique, trapu, bien sur ses appuis, qui tente de loin. Okay. Pour la Ligue 1, c'est vraiment bien parce que quand tu tombes sur des défenses solides comme la Ligue 1, il peut vraiment faire la diff. Et comme il tente, en fait, il est très instinctif, il tente et il se place super bien. Je pense que pour la Ligue 1 et pour l'Afrique, ça pourrait le faire. C'est un peu moins un joueur européen, je trouve, dans le sens de Enesiri. Tu le vois en titulaire en puissance à Lille ou c'est encore un peu tôt?
Ouais, c'est encore tôt quand même. Il a fait qu'un match, il a fait quelques minutes. Il y aura la concurrence avec Giroud, mais normalement, il a été recruté pour ça. Hein. Il a été recruté pour être numéro 9. Hein. Donc, normalement, il devrait pouvoir être attaquant de pointe. Mais ouais, il y a de la concurrence quand même. Mais je pense que Igaman, vraiment, on est en train de découvrir un sacré joueur. Ouais, voilà. Ouais, je revois le but, là, deuxième but, encore Tchouaméni au niveau de la passe, il est bon. Il est bon. Parce que là, on l'a trop stéréotypé en mode un joueur mid et tout, mais il a une belle qualité de passe. Non, il est vraiment très fort. Ouais, parce que même sur le but de Mbappé en Ukraine, c'est la passe qu'il fait, elle est incroyable. Un autre joueur aussi qu'on a découvert dans cette trêve, j'ai oublié, parce qu'en fait, il faut un remplaçant à Hakimi, parce que bon, c'est un peu comme au PSG, on est un peu dépendant d'Hakimi. C'est lui le capitaine du Maroc, là. C'est le capitaine du Maroc. Parfois ça tourne aussi avec Amrabat. Ça va le retour de Mazraoui. Mazraoui qui n'a pas été appelé. Il revient de blessure. Ouais, c'est ça. Il était en retour de blessure. Du coup, il n'a pas été appelé. C'est Belhamari. Il a joué la CHAN. Il a joué la CAN U23. Et là, il enchaîne avec cette trêve-là. Il a fait presque autant de matchs de sélection ces derniers temps que de matchs en club. Et franchement, il a le niveau européen. C'est un bon latéral gauche qui fait des bons appels. Défensivement, il assure grave. Et franchement, ça peut être un bon remplaçant de Mazraoui. Et le remplaçant de Hakimi que je voulais parler, c'est Omar Hilali qui joue à l'Espagnol Barcelone. Et qui a fait le taf aussi. Et je pense qu'il pourrait aussi apporter sa petite touche. Parce que du coup, Mazraoui, lui, joue quel poste à sélection ? Il joue latéral gauche en sélection. Et c'est Hakimi il est à droite. À gauche, d'accord, c'est ça. Ouais. C'est Hakimi à droite et Mazraoui à gauche. En sachant qu'on avait un petit souci en défense centrale, parce qu'on avait Aguerd qui était titulaire avec El Yamik c'était la charnière là qui était titulaire à la Coupe du Monde. Et là on a changé, il y a eu El Yamik, donc il y a eu beaucoup de turnover aussi. Qui était défenseur remplaçant aussi à la Coupe du Monde. Ok. Du coup, voilà, il y a eu du turnover un peu partout sur le terrain et c'est bien. Et ça fait plaisir de voir que ça joue toujours aussi bien, que ça gagne toujours autant, quoi. Le Maroc au rendez-vous, hein. Le Maroc qui tient son rang. Haute nation qualifiée, c'est la Tunisie qui s'est qualifiée pour son 3e mondial de suite, comme le Maroc d'ailleurs, qui enchaîne trois qualifications de suite pour le Maroc. Qui enchaînera la 4e qualification en 2030. Qui sont qualifiés, exactement. Et donc, ça sera la première histoire. 4 Coupes du Monde de suite pour le Maroc, c'est à noter. C'est historique pour le Maroc. Exactement. Demi-finaliste. Statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde pour les Marocains et la Tunisie, donc qui s'est qualifiée également pour le prochain mondial. On a vu pour terminer que le Sénégal a battu le Congo, la RDC dans un match, alors pas coup près parce qu'il restera encore 2 matchs, mais voilà, avec ce succès, le Sénégal prend la tête du groupe et prend 2 points d'avance sur la RDC. Le Sénégal mené 2-0, mais qui a réussi à renverser le match. T'as le Cap-Vert qui a battu le Cameroun et qui a désormais 4 points d'avance sur le Cameroun. Donc là, eux, ils sont encore plus proches de la Coupe du Monde. Est-ce que c'est encore une surprise à force de dire que le Cap-Vert c'est une surprise? Ça y est, au bout d'un moment. Le Cap-Vert, on les a vus. Quand j'ai vu le match, je me suis dit, je suis sûr que le Cap-Vert va gagner. Le Cap-Vert a gagné 1-0. Face au Cameroun. On en a parlé avec Salim, le Ghana qui a battu comment ça s'appelle, le Mali 1-0 exactement, et le Nigeria en grande difficulté qui ne se qualifiera probablement pas directement pour la Coupe du Monde, qui a fait un nouveau match nul. Et dans ce groupe, c'est l'Afrique du Sud qui est en tête et qui pourrait donc se qualifier. L'Afrique du Sud qui ferait un retour à la Coupe du Monde, dernière Coupe du Monde de l'Afrique du Sud. Je l'ai pas celui-là. C'est pas 2010 2010. Oh non, ce serait incroyable. 2010. La Coupe du Monde qu'ils ont organisée. Et avant ça, c'était 2002. Voilà. 2002. En Corée et au Japon. En Corée et au Japon, exactement. Donc l'Afrique du Sud de retour au sommet. Ils avaient fait une bonne CAN, l'Afrique du Sud. On se rappelle, ils avaient... De quoi? Ils avaient éliminé le Maroc. Ah bah oui. À la CAN. Ah bah oui. On était ici, Isma. Le famoso penalty. On était ici, Isma. Le goal replay toujours disponible. Si vous voulez voir un homme se décomposer au fil des minutes. Oh
Voilà, le sélectionneur de l'Afrique du Sud qui avant le match sûr de lui. C'était au final, il a raison. Hein, le contexte, il était incroyable. Mokoena qui met un coup franc. Ça... Il a plus jamais remis bizarrement ce coup. Dans les grands rendez-vous. Il choisit ses moments, Mokoena. Attention au Cameroun, parce que historiquement, c'est une nation qui se qualifie souvent à la Coupe du Monde. Ouais. Et c'est une des nations africaines qui fait souvent des phases finales en Coupe du Monde. Ils avaient fait 2022, 2014, 2010, 2002, 98. C'est vrai qu'on les voit souvent. Ils seront peut-être pas là en 2026. Aussi avec Eto'o qui s'entend pas avec le sélectionneur. Enfin bref, c'est compliqué. Voilà pour cette page football. Yanis et Isma, vous avez 10 minutes pour parler de l'UFC Paris. l'UFC Paris. Ouais, l'UFC Paris, grosse réussite pour nos Français. Ils ont tous gagné. C'est William Gomis qui a ouvert la soirée pour les Français. Il a gagné par décision contre Rochella, un ancien du KSW. C'était sa première Rochella à l'UFC. Gomis, il a fait pas une masterclass, mais il a été largement au-dessus. Ensuite, c'est Oumar Sy qui a ouvert la carte pour les Français. Mais après, c'était Gomis et Oumar Sy, lui qui s'est relancé. J'en avais parlé à l'émission précédente, qui était sur une défaite contre un top 15. Et là, il s'est relancé contre un Brésilien, Ribeiro. Et voilà, il a gagné en finition. Deuxième ou premier round, je me souviens plus. Mais il l'a fini assez rapidement. Je crois que c'est le premier round. C'est quoi, ça veut dire quoi en finition? TKO. Ah ok, c'est un KO technique quoi. Sauf que c'est KO technique, voilà. T'as TKO, KO et soumission. Okay. Il a gagné par TKO assez facilement. Donc, t'es chaud. Après, en troisième, on a eu qui d'autre? Axel Sola qui faisait sa première à l'UFC, le champion de l'ARES, la plus grande organisation française. Il a pu signer à l'UFC et il a fait une très belle entrée. Il a gagné par TKO au troisième round contre un gars qui avait pas mal d'expérience. Grosse entrée. En plus, c'était pas sa catégorie, Axel Sola, c'est un 70 kg. Il a combattu en 77 kg. Donc, très grosse entrée pour lui en matière à l'UFC. L'UFC, ils aiment bien ça. Et le mec en face, il était classé combien? Il était classé ou pas? Non, il n'était pas classé à l'UFC. Okay. Mais c'était un gars plutôt solide qui est difficile à finir en général. Et lui, il l'a fini. C'est très bien pour Axel Sola. Et après, on a eu les deux stars françaises, Imavov et Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis que beaucoup voyaient perdre. Il s'est imposé facilement contre Rufi. Rufi qui a un gros espoir. Il fait partie d'une team importante au Brésil qui s'appelle la Fighters. C'est un peu une étoile montante de cette équipe, Rufi, et BSD il a cassé la hype. C'est un gros striker très très bon dans les déplacements, Rufi. BSD il l'a collé, il l'a soumis au deuxième round. C'était un pot de colle. Ouais. Ah t'as vu le combat? Non, celui-là j'ai vu le combat. Il a pas arrêté de le chercher. On voit qu'il cherchait la soumission en fait. Directement, moi j'ai compris qu'il cherchait au corps à corps. Et t'en as pensé quoi d'un point de vue extérieur? Moi je suis pas un très grand connaisseur. Ça t'a donné envie de regarder ou sans plus? Ouais, ça m'a donné envie de regarder parce que j'ai vu qu'il a cherché un truc et qu'il l'a eu au final quoi. Donc après c'était intéressant parce qu'il s'est pas pris beaucoup de coups et je me suis dit si lui il cherche le corps à corps, le mec en face il va vouloir le taper et au final il était pas très blessé, il était pas très tapé et c'est fatigant en fait de faire ça. Exactement. Quand tu fais du corps à corps c'est super fatigant et du coup si tu te prends des coups tu peux. En fait BSD il est moins fort en striking que Rufi. BSD on va dire c'est un combattant complet mais qui a une petite préférence pour le grappling. En gros, tout ce qui est jeu au sol. Et Rufi, c'est vraiment que du striking. Et comme il avait mis un KO impressionnant contre un gars qui s'appelle Bobby Green, un mec avec beaucoup d'expérience, il a mis un coup de pied retourné KO au gars. Et comme BSD sortait il y a pas longtemps, il avait perdu contre Moïcano, il avait la tête un peu gonflée parce qu'il avait pris beaucoup de coups. Et il avait pris un KO contre Poirier. Les gens se sont dit, attention, il va reprendre un KO. Mais il a fait démentir tout le monde. Et Nassourdine a gagné par décision unanime. Oui. Toi, justement, j'aime bien ton avis parce que pour beaucoup, c'était un peu un combat ennuyant. Moi en fait j'ai pas. Tu t'es fait chier sur le Non. Tu sais qu'en fait les rares combats UFC que j'ai regardé, à chaque fois que le mec que je suivais il faisait du grappling. C'est la première fois que je suivais un gars qui faisait du strike, tu vois. Et là, je me suis dit, il va. Et du coup, je m'attendais à un truc spectaculaire, tu vois. Ouais. Genre une grosse patate, un gros hypercut, un gros truc comme ça. Et en fait, c'était long quand même, je trouvais. C'était long. Ouais, c'était long. Ça, déjà, même au niveau tactique et tout, il a mis du temps avant de trouver l'angle et tout, le bon truc et tout. Et c'était intéressant quand même, tu vois. J'ai kiffé. Après, je trouve que quand c'est une décision par jury comme ça unanime, je trouve que après, je sais pas si l'UFC ont
ils ont ça ou pas, c'est de donner des explications, quoi. Quel jury, qui a donné les votes, parce que des fois c'est pas unanime, des fois c'est en majorité, en fait, tu vois. Ouais, ils disent les scores. En gros, ils te disent que tel jury a donné 50-45. Il faut savoir que 50-45, ça veut dire que Nassourdine a gagné les 5 rounds. Ils le disent en anglais. Oui, ok. En fait, c'est ça les chiffres qui s'affichent en plein milieu du truc. Ok. J'aime bien cette formation en direct. Carrément. J'aime bien. Là, je mets un œil extérieur parce que comme moi personnellement, Nassourdine, c'est quelqu'un que j'ai regardé. Mais on sait pas ce que ça vaut. On sait pas ce ce que ça vaut en fait. Tu vois, on sait pas un coup portant. En fait, le jury. Comment ça se passe? Ils jugent le round dès que le round il est fini. C'est-à-dire après il peut plus revenir sur la décision. Oui. En fait, je traduis notre histoire. Il se passe dès qu'il y a un coup, tu vois, il y a un truc qui dit bling, tu vois, -1, tu vois, non. +2. C'est pas comme ça, mais pas forcément comme ça. T'as les statistiques des. Je pense que t'as dû le voir, ça. Ils ont mis les coups significatifs au corps, les coups significatifs au visage. Ils ont mis toutes ces statistiques là. Non, ça je l'ai pas vu ça. Mais quand même, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe les stats. Mais après, Nassourdine, il a gagné. Ça fait 5 gars qui tapent en 18 mois du top 15. C'est énorme. Personne n'a fait ça à l'UFC pour l'instant, en tout cas sur les derniers combattants. Donc tout le monde dit que il mérite le title shot du coup contre Khamzat Chimaev. Mais la problématique dans le MMA, c'est que c'est un sport business et Nassourdine n'est pas forcément autant vendeur que certains. Donc il y a un petit débat qui se pose. Oui, mais j'ai capté le truc. Mais moi j'ai kiffé Nassourdine parce que le mec en face, il était hyper arrogant. Il arrive avec des lunettes de soleil, machin, communication et tout. Ah mais c'est ça aussi. Et j'ai kiffé que Nassourdine, il arrive en mode striker pour le défoncer, tu vois. Ah mais c'est ça qui est bien. Moi j'ai kiffé le scénario là. Moi j'ai kiffé ça. En France on a moins ce côté-là, mais dans d'autres pays ça se fait, tu vois. Je pense un peu ce côté. Bien sûr. Mais après, arrogant, c'est pour faire le spectacle en fait. Exactement. Mais c'est pas pour autant que les mecs humbles doivent en bâtir. Voilà. Et le mec qu'il a affronté, Nassourdine, il était invaincu depuis 10 ans. Il avait pas perdu depuis 2014. Ouais, c'est ça qu'ils ont dit, j'étais choqué. Il est encore là, le gars, faut qu'il arrête. Il est encore là, moi je lui donnais 10 ans. Il ça, 10 ans. Et quand le combat est fini, est-ce que ça marche quand les combattants qui ont gagné, ils font des demandes, genre parce que au Madison, l'année dernière, BSD l'avait gagné. Et là, genre il a demandé de combattre tel mec au Madison dans 2 mois. Ça marche pas, mais c'est toujours bien vu de le faire parce que ça crée de la hype. Tu dis, viens là, je te veux Gamrod. Par exemple, BSD, il aurait pu demander Gamrod, bref. C'est toujours bien. Là, Nassourdine, il est ami un peu avec Khamzat Chimaev qui est champion. Donc il va pas forcément le call-out de manière agressive. Il va plus faire un peu, voilà, j'aimerais bien avoir le titre, j'aimerais bien affronter Khamzat, mais il va pas aller le call-out vraiment. Et genre l'UFC, ils peuvent répondre à la demande, ils peuvent organiser. Parfois ça arrive, Mais là, c'est un cas différent parce qu'on a. En fait, la catégorie des 84 kg, c'est une catégorie très compétitive. On a De Ridder et Hernandez qui sont aussi contenders et ils vont s'affronter en octobre. Il me semble qu'ils vont s'affronter en octobre. Du coup, il y en a qui disent, des spécialistes disent que c'était une demi-finale, Nassourdine Caio Borralho, mais sauf que ce que Nassourdine a fait pendant 18 mois, personne l'a fait. T'as payé 5 top 15 en 18 mois, personne l'a fait. Mais sauf que lui, en gros, c'est un Français. Les Français à l'UFC, c'est pas un gros marché, le marché français. C'est plus le C'est encore un nouveau marché, quoi. Voilà, c'est encore un nouveau marché. On est un petit pays. Du coup, les matchmakers, ils privilégient plus Hernandez, je crois qu'il est américain. Et De Ridder, c'est un Européen, mais parce que normalement, Nassourdine, avec ce qu'il a fait, bien sûr. Normalement, son prochain combat, c'est censé être le combat de la ceinture. Normalement, mais après, malheureusement. C'est ça qui. Il y a des barrages, mon gars. Il y a des barrages. Donc c'est possible que Nassourdine, on leur donne un autre combat, qu'ils prennent le vainqueur Fluffy contre De Ridder pour savoir qui aura le shot contre Monsieur Khamzat Chimaev. Il y a moins de mecs, mais c'est compliqué. Faut savoir le gars, faut qu'on fête et tout. Il faut pas un tableau direct avec tac. Ça aussi. Ils se croisent direct. Les mecs, t'es obligé d'attendre qu'un mec il a fait ça. Non, mais pour moi qui suis novice, par exemple, on me dit BSD les top 15. Ouais, mais c'est qui les 14 autres, quoi. Bah ouais. Non, mais bref, un tableau était direct. Tirage. T'es obligé tac. Lui il a battu, il fait ça. Et là, t'es obligé d'attendre que le mec il l'a déchié il y a 2 ans. Il y a 2 ans, faut que tu. En fait, t'es archéologue. Tu dois mec le mec il a fait ça. Elle est pas mal, je la mettrai. Tu dois aller dans les archives. Ouais, mais c'est ça. Tu dois aller dans les cold cases. Mais tu sais qu'il y a 2 ans il a fait le mec de la ceinture, donc tu dois. Le mec il attend dans son fauteuil et que l'autre il a battu 3 autres mecs. Mais ça c'est réel parce que c'est abusé. Parce que pendant ce temps-là. C'est exactement ça. Grave, le mec son fauteuil il a même pas bougé. Mais ça par contre c'est réel le dernier truc qu'il a dit parce que pendant ce temps-là le gars qui a la ceinture il fait quoi? Il attend, le gars. De l'émission là.
Là, il reste rien du tout. Là. Il reste une minute là. Nassourdine, c'est injuste parce que Boralo, il n'avait tapé qu'un seul top 15 avant d'affronter Nassourdine. Et Nassourdine, il lui a quand même donné sa chance. Et pourtant, Caio Boralo, s'il aurait tapé Nassourdine, il aurait probablement eu title shot parce que le marché brésilien, c'est un gros marché. Du coup, on aurait donné plus facilement à Caio. C'était juste ça. Voilà, on va conclure là-dessus. Alors moi, je connais un autre des Nassourdine qui va taper personne. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes Nassourdine. Là, c'est... En poids extra mouche. Merci les gars. Très mouche. Très mouche. Merci les gars en tout cas pour cette émission. Voilà, c'était bien. Ouais, on a fait 1h50, c'est une grosse émission. Yanis, bon courage pour le montage. C'est bien parce qu'il y a du côté là. Il y a du contenu, bah là il y a à boire et à manger là. Là tu... Parce que l'autre émission comme on était deux c'était un peu moins dynamique. Ouais, là j'ai de quoi faire. Là t'as de quoi faire. Donc justement, si vous voulez voir les Reels montés par Yanis, direction Instagram et TikTok, donc le Bisport. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit pouce bleu aussi, c'est important. Et puis laissez un commentaire et voilà, donnez vos avis sur les différentes choses que l'on a pu dire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Dès ce week-end, je crois qu'il y a un match commenté, Yannis, si je dis pas de bêtises, ce week-end. Ouais, c'est City United. Ça. Tu vas le commenter avec lui. C'est quel match que tu commentes avec lui? Normalement, je serai là. Voilà. Si pas de... Ouais, City United, je serai là, c'est dimanche à 17h. Ok, bah... Voilà, donc il y aura voilà, Yanis et Isma pour suivre ce match donc, entre City et United, le derby mancunien, donc commenté par Yanis et Ismaël. Oh là là, on parle pas. On parle pas avec Isma, ça peut que être dynamique. Non, mais en fait, c'était pas. Là, ça l'était pas du tout. Comme tu veux, c'était ça l'était pas du tout. Avec toi, je peux pas m'ennuyer. C'est le derby. En fait, c'était un match qu'on n'a pas commenté d'ailleurs. On l'a vu au grec. En fait, on cherchait un grec. On a fait le tour de l'île de France. On a fait un 5. Faut pas que ça dépasse 2 heures. Ouais, t'inquiète pas, je regarde. Non, je finis l'anecdote parce qu'on a encore un peu de temps. Non, c'est au 5 d'Épinay. Voilà. D'ailleurs, qui n'est plus un 5, c'est un truc de paddle maintenant. Waouh. Voilà. Et du coup, on avait regardé ce derby en 2015 ou 2016, une purge. Mon Dieu, c'était 0-0. Ah ouais. Je crois qu'on a fait plus de kilomètres en roulant en voiture que les joueurs sur le terrain. Je pense. Je pense. Sûr. C'est très mauvais souvenir. J'espère que ça va être un meilleur match dimanche. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu sur LBS FM. Salut à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Salut.